Christophe sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver, c'est parti pour votre émission Le Grand Forum, votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h avec chaque jour nos intervenants, nos chroniqueurs, nos débatteurs qui viennent décortiquer avec nous l'actualité. Il va y avoir de quoi faire aujourd'hui. On va évidemment parler de toutes ces annonces de Olivier Véran. Aujourd'hui, donc les annonces gouvernementales de Olivier Véran concernant donc la vague du Covid-19, le gouvernement qui a annoncé par la voix du ministre de la Santé tout à l'heure quelques nouvelles mesures, bon rien de transcendant, je dois vous le dire, mais on en reparlera tout à l'heure, on va décortiquer tout cela tout à l'heure. Et puis bien entendu, on parlera d'un sujet que l'on évoque très peu dans les médias français. Et l'occasion nous en est donnée d'avoir un spécialiste qui est avec nous, Monsieur Dupuis, Emmanuel, qui sera avec nous dans un instant. On va parler de l'Éthiopie. Qu'est-ce qui s'y passe là-bas ? On va tâcher de comprendre avec Emmanuel ce qui se passe là-bas. Et puis, si on a le temps, j'aimerais bien aussi qu'on parle de cette information qui va être, qui a été révélée il y a quelques jours et qui va d'ailleurs faire l'objet d'une émission ce soir sur France 2. C'est l'implication de l'armée française dans des bombardements en Égypte. On nous en dira plus tout à l'heure. Emmanuel Dupuis est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Président de l'IPS. Ouais. Tout va bien mon Emmanuel ? Ouais, je suis l'affaire Disclose, effectivement. Ouais. Celle dont il va être question ce soir. Exactement, il va y avoir beaucoup de révélations sur France 2 ce soir entre cette affaire-là et puis Envoyé spécial qui va consacrer un sujet sur les accusations de Nicolas Hulot avec le témoignage de quelques femmes. Donc ce soir, sachez-le. Contre Nicolas Hulot. Oui, contre Nicolas Hulot, absolument. Des femmes qui témoignent contre lui puisqu'elles l'accusent de viol. Harcèlement. De harcèlement, voilà, dont une qui était mineure au moment des faits. Voilà, donc avec nous aussi, qui vois-je arriver dans les studios ? Un certain Nabil Sama. Nabil Sama, comment ça va mon Nabil ? Ça va super. Bon, Nabil Sama, je te présente Emmanuel Dupuis. Eh bien enchanté. Voilà, tu ne connais pas encore. Non, c'est pas... Voilà. Pas vu jusqu'à présent. Voilà, jusqu'à présent, vous n'êtes pas vu. Alors, mon Nabil. Pas confronté. Ouais, c'est ça. Toujours Intellectuellement, conseiller en communication. Tout à fait, consultant en sécurité publique aussi. Consultant en sécurité publique. Et il manque plus que notre ami Tarek Sassi qui nous rejoindra dans un instant. Il est prof de catcheur international tunisien et membre du collectif Paris Anti-Crack. Voilà, il sera avec nous dans quelques instants, évidemment. Donc, un bon plateau aujourd'hui, comme on les aime sur France Maghreb 2. Évidemment, cette émission commence toujours par un petit quiz, histoire de faire connaissance. Hein, c'est la meilleure manière de faire connaissance, justement, tous les deux. Nabil face à Emmanuel Dupuis. C'est parti, on y va. Hop ! Quiz. Alors, c'est un quiz qui est assez fastoche aujourd'hui, je dois vous le dire. Hein. C'est pas du grand niveau. Hein. Voilà, histoire de faire connaissance, ça se passera bien comme ça. Attention, première question, messieurs. Funérailles de quel ex-président états-unien en 1963 ? John Fitzgerald Kennedy, assassiné quelques jours plus tôt. Exactement, assassiné à Dallas. Ouais. Exactement, quelques jours auparavant. Deuxième question. Quel avocat a été mis en examen pour viol à Paris ? Ah oui. Récemment ? Oui, c'est... John Branco. Oui, c'est bravo, ça. Emmanuel Dupuis. C'est ça. Fred Branco, exactement, qui a été mis en examen pour viol. C'était il y a 2 jours, je crois. Décidément, en ce moment. Hein. C'est d'actualité. Ils y mettent tous. À 50 ans, il faut avoir violé quelqu'un. Non, je rigole. C'est une blague. Ne croyez pas ça. Oui, fais attention, Emmanuel, dis pas de Non, conneries. c'est une blague. C'est une blague. Oui, c'est plutôt à 50 ans, il faut avoir une Rolex. Mais c'est tout. Je jouais là-dessus. Ah oui, évidemment. voilà, c'est ça. Troisième question, qui est réélu premier secrétaire du Parti Socialiste en 2005 ? Premier secrétaire du Parti Socialiste en 2005. Oui.
Bah, c'était pas François Hollande? Bah si. Ah bah oui. Voilà, c'est ça, François Hollande. Je me disais, c'était simple. Oui, 2005, voilà, François Hollande. Bonne réponse. 3-0. Oui, je constate. 3-0, je dis ça, je dis rien. Je Quel constate. journaliste de CNews a été menacé de décapitation? Journaliste ou chroniqueur? C'est une journaliste. Ah bah oui, c'est Christiane Kelly. Christine Kelly, effectivement, ex-membre du CSA, journaliste. C'est pour ça que je disais qu'elle est pas tout à fait journaliste. Hein. Bah, elle est un peu journaliste. Elle est quand même. présentatrice, mais elle a pas, je suis pas certain qu'elle ait sa carte de presse. Hein. Ah, je crois que si. Ah, Bon, à vérifier, mais je crois qu'elle est journaliste, Madame Kelly. 5e question, je cherche un journaliste et animateur de télévision et de radio. Il est mort, lui, en 1995. Célèbre. Journaliste de télévision et de radio? Un célèbre. Bah, il y en a eu beaucoup. Ouais. Mais celui-là, 95, tu dis? ouais, mort en 95. Ah, Zitoun. Vous- Zitrone. Zitrone. J'allais dire Zitoun. Si, Mais non, Léon Léon Zitoun, Zitrone. voilà, Léon Zitoun. Zitrone. Eh, toi, tu veux des Zitrone, Non, mais Emmanuel, non, ça y est. Léon Zitrone. Ouais. Léon Zitrone, effectivement. C'est le célèbre qui m'a mis sur la voie. Hein. Ouais, bah oui, une légende quand même, Léon Zitrone. Quel animateur va lancer sa nouvelle émission politique le 16 décembre prochain sur C8? Elle s'appellera Face à Baba. Face à Cyril Baba. Hanouna. Cyril Hanouna, bonne réponse. Et devinez quoi, le premier invité sera Eric Zemmour. Eric Zemmour. Non. Mais c'est vrai, je te le dis. Vous avez vu que d'ailleurs, c'est un peu le... C'est le calme plat. Là. Ah, le c'est faux très, plat, hein. très très plat là. Mm, mm. Il y a Charles Gabs qui l'a quitté après lui avoir accordé un don de 300 000 euros. Moins 300 000, ouais. Et là, ça dégringole dans les sondages pour Zemmour. Il est peut-être temps qu'il annonce sa candidature là. Ou qu'il annonce plus. Ou qu'il annonce pas, ouais. Ça peut être une bonne chose aussi. Il a marqué son petit point, mon habile. Attention, 7e et dernière question. Je cherche un ancien footballeur international argentin devenu entraîneur, mort en 2020. Maradona. Bah oui. On l'a dit ensemble. Ah, allez, bon, allez. Point partagé. Demi-point. Bon, eh bien la victoire de notre ami Emmanuel Dupuis aujourd'hui pour ce quiz qui était somme toute assez Oui, facile. C'est assez simple, oui. Ah, c'est simple aujourd'hui. Ouais, ouais. Voilà, on a fait dans la facilité. Bon, les amis, soyez les bienvenus encore une fois sur France Maghreb 2 pour nous appeler, pour discuter avec nous, pour échanger, débattre 01 40 33 9000. On va parler d'Éthiopie, mon cher Emmanuel, et je compte sur toi justement pour que tu nous expliques un peu ce qui s'y passe en Éthiopie, parce que clairement on n'en parle pas du tout dans les médias français, et l'occasion nous en est donnée d'en parler aujourd'hui avec toi. Et Nabil et moi, on va écouter et te poser des questions, ainsi que les auditeurs et auditrices, et on parlera évidemment de cette nouvelle implication de la France en Égypte pour tenter d'y voir un petit peu plus clair, voilà pour la partie internationale, et nous nous consacrerons à décortiquer les annonces de Olivier Véran aujourd'hui. Rassurez-vous, pas de couvre-feu, pas de confinement. Le reste, on vous dira tout à l'heure, aux alentours de 17h, et vous pourrez nous dire d'ailleurs si la France, contrairement à ses voisins, décide de pas taper trop fort pour l'instant au niveau restrictions. A tout de suite, ne bougez pas. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, émission de référence, et ça y est, tout le monde est arrivé. Notre Emmanuel Dupuis, président de l'IPS, avec nous, Nabil Sama, notre conseiller en communication, en sécurité, et notre ami Tarek Sassi qui nous a rejoint. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toute l'équipe. Notre catcheur international. T'as vu une belle bête, hein, Emmanuel, Tarek. Ah bah ouais. Si t'as besoin d'un garde du corps, il est là. Voilà. Je préfère le confronter sur plateau alors. Ouais, Ah, mais je suis gentil et courtois, je ne suis pas dans la violence ouais, bon. et la prise de catch. Bon, justement, toi, tu es toujours dans le collectif Paris Anti-Crack. Oui, toujours, oui. La situation ne s'arrange pas. Rien du tout. Franchement, j'ai pas envie de parler d'un fait personnel qui vient de m'arriver, mais Là, à l'instant, là non, avant-hier. Si, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quelqu'un de ma famille qui s'est senti menacé, limite agressé dans la ligne 12, et ça fait très longtemps qu'on dénonce maintenant le retour des toxicomanes avec l'hiver sur les stations de la ligne 12, et rien n'est fait. Rien n'est fait. Et puis, c'est une grande partie de l'Est parisien qui est recolonisée par les toxicomanes. Il n'y a rien qui est fait. Et puis, là, encore une fois, on a fermé le couvercle sur la crise du crack et des toxicomanes. Et puis, à mon avis, je pense que quand Zemmour ou Jordan Berdalla viendront se déplacer avec Morandini ou un autre, là, ils réouvriront. Mais pour l'instant, on reste... Hier, c'était chaud à Lyon. On en parlera tout à l'heure dans un pays. Bien fait, c'est bien fait. Ouais. Les antifas, ils ont mis pas mal...
Ils les ont mis en difficulté hier après-midi. Hier matin plutôt. Bon, très bien, j'espère rien de grave en tout cas. Non, ça va, Le pire a été évité. le pire a été évité, mais ça commence à être chaud. Vraiment, Donc ça commence à être prudence sur la ligne 12, quoi, sur la partie nord. chaud. Ouais. Ouais, voilà. Partie nord du métro ligne 12, très bien. Alors, Emmanuel Dupuis, l'occasion de ta présence nous offre aujourd'hui la possibilité de parler d'un sujet que l'on n'évoque pas du tout dans les médias français. Et il était intéressant, il me semble, d'en parler et d'expliquer un petit peu ce qui se passe en Éthiopie. On est en Afrique, les amis. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux essayer de synthétiser, nous dire un peu ce qui s'y passe, nous contextualiser un petit peu les choses? Oui, alors en quelques mots simples, c'est évidemment une situation complexe qui malheureusement occasionne de la désespérance humaine, des victimes bien sûr. Il s'agit de combats entre des rebelles tigréens contre le régime central donc à Addis Abeba. Nous sommes en Éthiopie. Le Tigré est une région du nord-ouest de l'Éthiopie, frontalière avec le Soudan d'une part et avec l'Érythrée. On y reviendra parce que cela a son importance. Il y a évidemment des victimes humaines, il y a des déplacements de population, la famine qui s'installe, des humanitaires qui ne peuvent pas faire leur travail car nous sommes dans une zone militarisée où le nationalisme est invoqué. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, bien connu de tous, non seulement parce qu'il est Premier ministre de l'Éthiopie, un des pays les plus importants sur le continent africain par la taille par sa superficie et par la densité de sa population. C'est un grand pays alors. C'est un énorme pays qui a en plus une dimension diplomatique particulière. Et géostratégique aussi. Géostratégique comme étant un des rares pays à ne pas avoir été colonisé, avoir résisté à la colonisation anglo-saxonne, britannique, italienne et française, avec un sentiment donc d'identité, d'indépendance nationale. C'est la raison pour laquelle le siège de l'Union africaine est hébergé à Addis Abeba. Et un des berceaux de l'humanité, n'oublions pas. Et un des berceaux de l'humanité, c'est là où on a retrouvé la fameuse Lucie. On n'est pas certain que ce soit l'être humain, l'homidé le plus vieux au monde, mais c'est néanmoins dans cette région du monde, le Rif, que s'est constituée la population, l'humanité, que l'humanité a commencé, que nos ancêtres se sont installés et donc comme nous sommes une civilisation multiple, ont irrigué les différents continents. Bien sûr, c'est important de dire que la civilisation a commencé sur le continent africain. On en avait parlé dans les années 85, je crois, avec une chanson qui avait... Lucy in the Sky with Diamonds. Ouais, avec plusieurs artistes internationaux. C'est vrai. Suite à la crise de la faim, je crois. Il y avait... c'est Yves Coppens, le grand paléontologue français, qui avait fait cette découverte. Mais au-delà de tout ça, revenons au contexte actuel. Oui. Abiy Ahmed est connu surtout parce qu'il a obtenu le prix Nobel de la paix en 2019. Certains d'ailleurs se posent la question de savoir s'il était légitime de donner le prix Nobel à quelqu'un qui désormais mène la guerre dans son pays, puisque depuis quelques heures, on le sait, il est en train, comme l'avait fait le président tchadien Déby, d'être au combat contre les rebelles tigréens, rebelles qui appartiennent à une structure. C'est un front de libération, on va dire. Un front de libération, c'est ça, le front de libération du peuple du Tigré, dont le chef Debretsion Gebre-Mikaël combat depuis longtemps. Ce mouvement est apparu en 1975 avec là aussi une revendication très claire. L'Éthiopie est composée d'une kyrielle de peuples. C'est un pays qui repose sur une ethnicité multiple, une dimension linguistique complexe, mais c'est un pays qui faisait unité. Sauf qu'il se trouve qu'un certain nombre de populations, les Oromos, les Tigréens, ont toujours estimé ne pas être suffisamment intégrés, pour ne pas dire exclus, du processus politique. D'ailleurs, il y a un Tigréen très connu que nous connaissons tous dans la période de la pandémie, ou que nous avons appris à connaître. C'est le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est tigréen. D'ailleurs, il se permet, maintenant qu'il n'est plus ministre de la Santé, On peut rappeler l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, bien sûr. Et donc, qui, pendant la pandémie, a eu des hauts et des bas, disons-le comme ça. Oui. En tout cas, Tedros Ghebreyesus, il y a quelques jours, a dénoncé une situation inacceptable, blocus humanitaire. Le gouvernement donc, de Addis Abeba empêche les humanitaires de se rendre dans cette zone.
donc au nord du pays. Toute solution politique est désormais écartée par l'Éthiopie, mais également l'Érythrée. Je crois que c'est important pour que les auditeurs comprennent ce dont il s'agit. L'Éthiopie est un pays évidemment indépendant, comme je l'ai dit, souverain, depuis, contrairement aux autres pays africains qui sont nés de processus de décolonisation. Mais l'Érythrée est un pays très neuf puisqu'il a été créé en 1991 sur la base justement d'une partie de la diaspora éthiopienne qui voulait prendre son indépendance déjà de l'Éthiopie. C'est-à-dire que l'ancienne partie de l'Éthiopie, qui maintenant est l'Érythrée, d'une certaine façon fait cause commune avec l'Éthiopie contre un mouvement, le Front de libération du peuple du Tigré, qui a exactement les mêmes doléances qu'avait le parti de l'actuel président érythréen, Isaias Afwerki. Et donc, d'une certaine façon, c'est un petit peu cocasse ou un petit peu cynique. Néanmoins, comme dans toute crise internationale, il y a des acteurs internationaux. Eh oui. Évidemment, l'Union africaine, qui a délégué l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, les États-Unis, qui sont un partenaire économique d'importance capitale, de même que la Chine, j'y reviendrai. Jeffrey Feltman, qui est le commissaire américain pour la Corne de l'Afrique, a décrété des sanctions contre l'Érythrée par rapport au soutien qu'elle accorde à l'Éthiopie, car en plus de ce conflit, est en train de se créer une situation dans laquelle apparaissent malheureusement des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, tout au moins, qui évidemment mériteraient une enquête internationale. C'est compliqué puisque les humanitaires sont empêchés de travailler. Pire, des travailleurs humanitaires sont pris en otage ou disparaissent. C'est le cas de plusieurs humanitaires de Médecins sans frontières il y a de ça quelques mois. Bref, une situation comme on espérait ne plus la voir sur le continent africain, où à côté des conflits territoriaux, à côté de l'émergence de groupes armés, à côté de la continuation de la revendication de fronts de libération ou de groupes armés, apparaît désormais le retour de la faim sur le continent africain, le retour de la famine, le retour de la menace que fait peser cette dimension sur les nombreux réfugiés. Et bref, alors que nous pensions que l'Éthiopie, qui héberge l'organisation dont le but est de prévenir les conflits, c'est elle qui est en train d'engager un conflit, j'allais dire un conflit qu'elle veut résoudre militairement, puisqu'elle se refuse à toute négociation. Justement, l'armée, avec le rôle de l'armée. les rebelles. Le rôle de l'armée, Emmanuel. Justement, l'armée est accusée d'exaction, d'empêcher les civils de quitter les territoires qui sont des territoires dans lesquels opèrent les militaires, empêche les humanitaires de faire leur métier, c'est-à-dire d'aider les populations en besoin alimentaire ou en besoin d'humanitaire d'urgence, et empêche évidemment la communauté internationale avec, somme toute, des procédures assez simples et assez habituelles, j'allais dire récurrentes, fermeture d'Internet, limitation ou interdiction pour les journalistes occidentaux de se rendre en territoire de guerre. Bref, tous les ingrédients d'une Afrique en conflit que nous connaissions, hélas, dans les années 90-2000, mais qu'on espérait ne plus connaître aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec l'Égypte ? Alors, l'Égypte est un acteur déterminant, et d'autant plus que l'Égypte et l'Éthiopie ont un petit problème existentiel entre les deux, puisque l'Éthiopie, avec la création d'un barrage, le barrage de la Renaissance à l'horizon 2025, pourrait faire diminuer de 30% le débit du Nil. Je rappelle que pour le Soudan, pour l'Éthiopie, pour l'Égypte, le Nil est consubstantiel de vie. 90% des 90 millions d'Égyptiens vivent le long du Nil. Donc, qui contrôle le Nil, en l'occurrence le Nil bleu, a une incidence sur les peuples en aval, c'est-à-dire le Soudan et l'Éthiopie. Paradoxalement, il y a une parfaite symbiose, coopération entre l'Éthiopie et le Soudan entre le Soudan et l'Égypte contre l'Éthiopie, car l'Éthiopie pratique d'une certaine façon une guerre de l'eau qui pourrait voir c'est ça que je voulais vous dire, c'est que surtout dans ces régions arides, les Tigréens. L'accès à l'eau potable, c'est une guerre permanente. C'est vital. C'est vital. Encore une fois, 90% de l'agriculture, 90% de la population de ces pays vivent le long du Nil. Puisqu'il y a une dizaine d'années, il y avait eu c'était l'OMS en plus à l'époque qui avait lancé un cri d'alerte. Il y avait eu une problématique au niveau
de l'accès à l'eau potable dans cette région-là. Oui, il y a toujours eu de la part des pays d'amont, donc en l'occurrence l'Éthiopie, une volonté de peser diplomatiquement en essayant de contrôler la fluidité, littéralement, du Nil. Et donc, ce qui fait dire, pour répondre à Christophe, et pour être dans la continuation de ce que tu dis, c'est qu'il y a effectivement un autre acteur, qui est le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a été très clair en disant que les Tigréens ont le droit à l'autodétermination, et en apportant son soutien à cette rébellion, ou tout simplement en profitant de la faiblesse du Premier ministre Abiy Ahmed et du président érythréen Isaias Afwerki pour dire que l'Éthiopie était là pour aider ces populations qui, encore une fois, souffrent. C'est une réalité. Mais je termine d'un propos avec lequel j'aurais dû commencer. Accessoirement, les rebelles sont en position de force car ils sont en train de battre l'armée et sont en train de s'approcher dangereusement de la capitale Addis Abeba. C'est ce qui fait craindre une montée en puissance de toutes les revendications territoriales avec d'autres mouvements de libération. J'ai cité un autre peuple, une autre ethnie, en l'occurrence les Oromo, mais je pourrais citer d'autres régions, la région d'Afar ou la région d'Amhara. Bref, les Tigréens sont en train de fédérer toutes les oppositions au gouvernement central, fédéral d'Addis Abeba. Et il se peut que dans quelques semaines, le gouvernement de Abiy Ahmed tombe. Alors, deux questions pour comprendre un peu la situation géopolitique. Qui sont les alliés du pouvoir en place et qui sont les alliés des rebelles ? Alors, les alliés des rebelles, comme je l'ai dit, c'est l'Égypte, par opposition ou par antagonisme naturel contre le pouvoir quel qu'il soit en Éthiopie. D'accord. Et les soutiens de l'Éthiopie, c'est le frère ennemi, paradoxalement, puisqu'ils se sont fait la guerre entre 1987 et 1991. Ton micro, mon Emmanuel, je ne sais pas ce qu'il a là. Donc l'Érythrée voisine qui a obtenu son indépendance en combattant. Peut-être qu'il faut le rappeler que ça a été un combat d'un autre temps. On était encore dans la période de la guerre froide, avec des combats qui auraient fait entre 600 et 700 000 morts, enfin quelque chose d'absolument terrible. Donc, principalement des victimes civiles, pas forcément que des oppositions militaires. Il se trouve que l'Érythrée a gagné son indépendance. Pendant très longtemps, l'Érythrée a considéré que l'Éthiopie restait un ennemi. Et avec l'arrivée au pouvoir en 2018, avril 2018, du Premier ministre Abiy Ahmed, on a eu l'impression qu'il y avait une sorte de rabibochage, de pacification. C'est ce qu'a valu à Abiy Ahmed le prix Nobel. D'ailleurs, je précise que le comité Nobel voulait donner le prix Nobel aux deux hommes d'État, au président érythréen et au Premier ministre éthiopien. Le président érythréen a refusé, donc c'est le Premier ministre éthiopien qui en a bénéficié. Mais encore une fois, sur une dimension un peu fallacieuse, comme quoi il avait fait la paix avec l'Érythrée, alors que l'on voit aujourd'hui que sa propre armée, et lui la soutenant, il faut rappeler que c'est un ancien lieutenant-colonel de cette même armée, est en train de commettre quelques exactions contre son propre peuple. Quel est le rôle de la France dans tout cela ? Aucun. La France est très loin. C'est une zone qui est plutôt anglo-saxonne. C'est une zone qui, certes, n'a pas été, grâce à l'empereur Haïli Sélassié, référence du mouvement reggae, justement par rapport à toute cette geste et cette dimension révolutionnaire ou insurrectionnelle, donc confirmant que aucun des empires, l'Empire britannique, la tentative de colonisation italienne ou la France n'aura réussi à littéralement assujettir ce pays. La France a des intérêts dans la région, dans la Corne de l'Afrique, par le biais de Djibouti, qui est le seul pays francophone. Oui, dans lequel il y a une base militaire. Dans lequel il y a une dizaine de bases militaires. Mais il faut rappeler que la Djibouti a obtenu son indépendance en 1977, elle-même grâce à une pression d'un mouvement de rébellion et un front de libération. Donc la France peut difficilement soutenir les rebelles tigréens parce qu'elle ne peut pas se mettre à dos l'Éthiopie, dont, évidemment, je le rappelle, le siège qui abrite le siège de l'Éthiopie. Donc, pour l'instant, la France regarde en tentant de jouer... spectatrice active quand même. Ouais. La France essaye de proposer sa médiation,
mais elle est nettement moins crédible que les États-Unis, Pas qui très sont le intéressé. premier partenaire économique occidental. Le deuxième partenaire, mais le premier en taille, c'est la Chine. Et je crois que si règlement il devait y avoir, ce serait une fin de récré sifflée par la Chine qui, littéralement, utilise l'Éthiopie comme un des points d'entrée de sa stratégie africaine des routes de la soie. Mais en tout cas, c'était important qu'on en parle parce qu'il fallait qu'on comprenne ce qui se passe, parce que c'est vrai que dans les médias, on n'en parle pas de ce qui se passe en Éthiopie. Et Un peu voilà. quand même. Ouais, un très peu parce léger. qu'il y a une dimension humanitaire. Et parce Médias français. Hein. Et parce Mais qu'elle je est- parle des médias français, Emmanuel. Ouais, c'est vrai. Bah Mais non, on en parle quand c'est même que- un peu parce que sur France 24, on en parle un peu. Sur Africa 24, on en parle aussi. Il y a quand Ouais, mais même ça, c'est normal. Africa 24, c'est normal. Mais sur France 24, bon, on en parle un peu. oui. un peu parce qu'il y a une dimension humanitaire triste, Ouais. et absolument dramatique, parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées et qui actuellement souffrent la double peine, la guerre, en fait, les combats, et puis le déplacement de population avec la famine qui accompagne ces déplacements de population. Et oui, ce sont des choses qu'on n'aurait pas, qu'on aurait Population aimé très jeune en plus. ne hein. pas Et une reconnaître. population très jeune, bien sûr. En La population Afrique. éthiopienne est très Très jeune, jeune, oui. ouais. Oui, très jeune. Nabil, une Oui. situation qu'on aurait aimé ne pas reconnaître en Afrique finalement. On a eu à le connaître dans plusieurs pays africains, ce type de problématique. Et aujourd'hui, ça réapparaît. Bah, la problématique, c'est le contexte économique, il faut dire les choses. Hein. La pression, elle est là. La mondialisation, voilà, comme citait monsieur, la Chine comme Il grand. s'appelle Emmanuel, monsieur. Oui. Emmanuel Dupuis. Emmanuel Dupuis disait, moi je suis même pas étonné que la Chine soit l'arbitre, on va dire, quelque part. Elle pourrait l'être, pour Elle l'instant, pourrait elle a l'être, rien oui. dit, mais elle pourrait l'être. Oui. Mais oui, et c'est pour ça que je pense que les Américains en subissent un peu de ce coup de pression, parce que derrière tout ça, il faut le dire, hein, c'est pas seulement une guerre, je dirais, ethnique, parce que ce qu'on a l'impression de... Si, on peut dire que c'est une guerre ethnique. Oui, mais c'est pas que ça aussi, on peut le dire. Oui. On peut le dire, hein, parce que voilà, le Tigré, voilà, c'est une région qui fait partie des 10 grandes régions qu'on trouve en Éthiopie. Et effectivement, il y a toute une complexité théologique aussi et culturelle. Ah oui, c'est un pays quoi d'ailleurs? C'est musulman ou pas là-bas? Non, c'est Non, du tout. catholique, chrétien. Chrétien. Il y a une minorité juive, je crois. Il y a une minorité juive, bien sûr. Alors si je dis pas de bêtises, Et le il y a Mont une- Sinaï, il est en Il y a Éthiopie. une minorité, oui, le Mont Sinaï Voilà. est en Éthiopie. Oui, c'est Et pour ça. il y a une minorité musulmane aussi. Mais enfin, le pays est majoritairement chrétien. Chrétien, d'accord. Parce que de base, je me Oui, rappelle Tarak. que historiquement, l'Éthiopie devait être le projet israélien, de base. À la base, on a pensé cela comme un foyer, effectivement, un foyer C'est-à-dire, juif. Emmanuel. Un Pardon foyer juif? Bah, le premier foyer juif tel qu'il a En été... 45, ça a été décidé. ça. tel qu'il a été conceptualisé avant cela avec comment s'appelle-t-il, un des descendants Rockefeller dont j'ai oublié le prénom. Enfin bon, c'est à ce moment-là qu'il a été décidé. Au moment où il y a eu la déclaration Balfour, Oui. 1917, 1917, Balfour. l'idée effectivement de créer un foyer juif quelque part dans le monde. Ouais. Il avait été évoqué 2 destinations, Ouais. la Terre Sainte en une, et effectivement L'Éthiopie. l'Éthiopie, parce que le mont Sinaï s'y trouve. Parce que D'accord. voilà, le Mont Sinaï, c'est une des... c'est comment dire, On c'est une apprend des des trucs sources. sur France Maghreb. C'est une des sources de la religion, une des naissances, une des sources de la religion juive en fait. Ouais. Oui, Et justement, le rôle d'Israël en Éthiopie, est-ce qu'elle est impliquée ou pas? oui, justement, à cause de À ça. quel titre? Parce que l'État d'Israël a nourri des coopérations sécuritaires avec beaucoup de pays africains, avec Ouais. le Kenya, avec la Ouais. Tanzanie Ouais. et avec l'Éthiopie, accessoirement. Donc là, c'est du business. Hein. Avec le Maroc, C'est de la dernièrement. formation des forces Le Maroc, il y a spéciales. beaucoup d'accords signés. C'est de là. la formation des services de renseignement, c'est du partage de renseignements, c'est de la vente de drones aussi, mais avec un petit paradoxe de nouveau. Il est de taille et il peut paraître assez contradictoire. Il se trouve que l'Égypte a normalisé ses Bah oui, relations ouais. avec Israël en 1979, les accords de Camp David. Bien Il sûr. se trouve que le Soudan fait partie des pays qui participent à l'accord d'Abraham, donc qui reconnaissent désormais diplomatiquement Israël. Et donc Israël est un petit peu gêné aux entournures, car elle se trouve être un partenaire économique de l'Éthiopie, mais elle se trouve aussi être un partenaire stratégique des pays qui ne sont pas des amis de l'Éthiopie. Ah oui, donc voilà, un rôle difficile quoi. Hein. C'est ce C'est- qu'on c'est appelle du avoir en le. même temps, c'est du en même temps stratégique. Oui, ou chez moi on dit avoir le cul entre deux chaises. Voilà. Bon, c'est pas le seul cas. Plutôt où- de faire caricature, business, C'est pas d'avoir le, les c'est pas intérêts le avec un seul peu cas tout. où des États, c'est pas le seul cas où des États jouent sur les Oui, deux tableaux. bien sûr, bien Comme sûr. la France. On parle de la France plus que jamais. La France, Montarec. les États-Unis, la Russie, la Chine, tout le monde le fait. Montarec, c'est important de parler de ce qui se passe en Éthiopie, en Afrique en général, parce que c'est vrai que voilà, c'est le berceau de la civilisation quand même là-bas. Bah,
C'est très important. Il y Et a de beaucoup l'unité africaine, ça Ouais. aussi c'est très important pour les Africains, hein, Ouais. plus que d'être le berceau de l'humanité. Hein. Ouais. C'est très important. Et de toute façon, nous, cette réalité somalienne, éthiopienne et érythréenne, on la voit dans le 18e. On la voit dans le 18e. Il y a une grosse communauté qui existe. Il y a toujours eu des exodes, malheureusement. Et que cette réalité humanitaire qu'on est en train de nous faire replonger, qui datait des années 80, où on avait tous les grands artistes français qui chantaient ensemble, Et on revient américain, dessus. En d'ailleurs, fait, hein. Il y a eu c'est ça aussi. c'est hein. un éternel cauchemar. C'est un éternel cauchemar. Je sais pas, est-ce qu'on va nous relancer aussi Enfin, la Somalie, c'est toujours la guerre. On va nous relancer quoi encore Non, la Somalie, c'est toujours la guerre. Non, mais là où je veux mettre l'abcès, en tout cas le doigt sur l'abcès, c'est Parle bien ce que tu veux. Hein. on est... Restons polis. Là où je dis que c'est dramatique, c'est qu'alors qu'on on se gargarise de mots en disant l'Afrique est sur l'émergence, tout est en prêt pour que l'Afrique décolle, on a quand même un peu le sentiment d'une régression quand on nous ramène à une situation 1984-1985, famine en Éthiopie, souvenez-vous, c'est à ce moment-là qu'il y a eu ces grandes mobilisations. On n'est pas très loin de ça. Cette Je venais de naître en mobilisation, 84. Ah ouais, ah t'es jeune. C'était l'année de ma naissance. Ah, Ouais. ben voilà. Moi, je l'ai ben, vécu jeune. tout ça. Hein. Moi, je m'en l'ai souviens. vécu, hein. Moi, je J'étais à la m'en souviens. maternelle, je l'ai vécu, moi, tout ça. Je l'ai vu. Hein. J'étais T'as là. quand même été à l'école, Tarek, c'est bien. Bien sûr que j'ai bah, il a dit maternelle. C'était un ring, la classe. Dans un instant, presque. un autre sujet important qui va être celui-ci médiatisé ce soir d'ailleurs sur France 2. Le rôle trouble de la France en Égypte, Emmanuel. Ça a besoin d'être éclairci. On en Ouais, parle alors dans- je dirais pas. Bon, je Oui. commenterai un peu. Oui, bien sûr. C'est un petit peu biaisé de dire ça. Ah oui, bah justement, je fais exprès. Voilà, restez avec nous sur France Maghreb 2, c'est le LGF. C'est très académique aujourd'hui. C'est bien aussi de temps en temps. Hier, c'était un peu déconnade avec Bouriaki, etc. Aujourd'hui, voilà, on est sérieux. Mais de temps en temps, on s'interdit pas de. Pourquoi Bouriaki est jamais sérieux? Ah ouais, jamais sérieux ce mec. Même au Ouais, conseil, si, il est même au sérieux. conseil régional. C'est terrible, c'est Même terrible. au conseil régional. Ah non, mais- C'est bon à savoir. Ah ouais, non, terrible ce type. Hein. Allez, tout de suite, on est de retour. Le LGF, le grand forum avec Emmanuel Dupuis, avec Nabil Sama et Tarek Sassi qui sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Nous avons parlé d'Éthiopie. Évidemment, auditrices, auditeurs, vous avez écouté, j'espère, et appris des choses comme moi, comme nous tous. Eh bien, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, évidemment, vous appelez. Hein. Le standard est tout le temps ouvert. 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00 à n'importe quel moment. Vous pouvez évidemment intervenir. Alors, je disais sciemment, Emmanuel Dupuis, le rôle trouble de la France. On a appris récemment que la France était ou serait impliquée dans des exactions en Égypte. Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le présenter. La France, à la demande de l'Égypte, en 2016, pardon. 2016. Entre 2016 et 2019, je C'est crois. ça, 2016 et 2019. Les dates ont leur importance. Oui. C'est particulièrement important d'avoir à l'esprit les dates. En 2016, à l'époque, ce n'était pas Emmanuel Macron qui était président, mais C'était François François Hollande. Hollande, oui. L'Égypte, déjà dirigée depuis 2013 par Abdel Fattah el-Sisi, a demandé à la France de recevoir des informations de la part de la DRM, Direction du renseignement militaire, qui opérait un avion Pilatus pour être plus précis, un avion donc qu'on appelle un avion léger de surveillance et de reconnaissance, qui en gros fait des images sur le terrain, D'une caméra, en fait. doté d'une caméra qui Voilà, fait effectivement c'est ça. des images. À La la base, saltitude. la France a accepté, bien sûr, et ce n'est pas avec l'Égypte qu'elle a ce seul partenariat, elle en a avec moult pays sur le continent africain et moult pays à travers le monde, d'échanger du renseignement pour lutter contre les infiltrations le long d'une frontière qui fait quand même près de 900 km entre la Libye et l'Égypte pour lutter contre les terroristes, contre les cellules terroristes, notamment les cellules de Daesh qui se réinstallaient en Libye. Sur cette base, la France livrait des informations, des images qui étaient exploitées par les forces armées, qui devaient être exploitées par les forces armées égyptiennes et les services de renseignement égyptiens. Or, il se trouve, et c'est là où il n'y a aucune complicité de la France, que la France s'est rendu compte que les images qu'elle donnait aux Égyptiens n'étaient pas utilisées pour frapper ou pour arrêter des terroristes, mais des trafiquants, des trafiquants en tout genre, cigarettes, denrées alimentaires, et évidemment aussi trafic de drogue. Donc c'est là où il y a une petite différence d'appréciation. La France n'est absolument pas complice. La France n'a fait aucune frappe. C'est l'Égypte qui a frappé ses propres citoyens Avec sur la base de Du renseignements renseignement français. donnés. Oui, mais pas pour ça.
pas pour frapper des entre guillemets, pas J'ai de bien honnêtes compris. commerçants. Il ne Ouais. s'agit pas d'honnêtes commerçants, c'était des trafiquants. Alors pourquoi ça fait polémique alors? Ça fait polémique parce que la France a raison d'à peu près une dizaine d'avertissements aux Égyptiens, Ouais. n'a pas obtenu gain de cause. Il y a eu 19 bombardements entre 2016 et 2019 et in fine, la France a décidé d'arrêter parce que les Égyptiens ne voulaient pas entendre raison. Là où il y a une responsabilité française, c'est qu'il y a eu 2 présidents. Le président François Hollande, qui avait autorisé cette coopération, le président Macron, qui ne l'a pas bloqué au début, avec évidemment en arrière-plan le fait que l'Égypte nous a acheté quand même 24, puis 6, donc 30 avions Rafale, une frégate et 3 corvettes et 2 porte-hélicoptères. Cela a son importance. Eh oui, quand on fait les affaires, Diplomatie. l'argent n'a pas d'odeur, évidemment. En tout cas, il a pour l'Égypte une particularité, c'est que la coopération entre la France et l'Égypte se résume un peu à une coopération militaire. Oui, alors L'argent, 19... ça n'a pas empêché de détruire la Libye, n'empêche. Ouais, mais on n'est pas du tout à la même période. Hein. Oui, 19 bombardements. On est en 2016, alors que le bombardement libyen, c'est en 2011. 19 bombardements qui c'était pas le même seraient président. à l'origine... Enfin, qui seraient... 19. 19 bombardements, voilà, qui se sont déroulés avec l'aide des renseignements français. Enfin, avec l'aide. Non, la France fournissait des images Voilà. Oui, c'est que pour ça que je parle ensuite d'aide, étaient mais exploitées par les Égyptiens Oui, sans oui. que la France ait rien à dire. j'ai bien compris. Parce que ce n'est pas la France qui a frappé. Absolument. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une émission ce soir. J'ai vu la bande-annonce. Bon, ça promet. Hein. Et là, peut-être qu'on peut rajouter pour la parfaite compréhension des auditeurs. Et l'ONG Disclose a très bien fait son travail, Ouais. puisqu'elle a C'est rendu elle qui a public public. Ouais. un certain nombre de documents classés. C'est pas la première fois qu'elle le fait. En avril 2019, elle avait déjà, entre guillemets, vendu le poteau rose quand on a découvert que la France avait fait la même chose avec l'Arabie Saoudite en livrant du matériel militaire, notamment des pièces d'artillerie César, qui ont, et là c'est pas la France qui a opéré ces bombardements, mais les Saoudiens l'ont fait, ont mis en péril ou ont porté atteinte à une population avoisinant les 400 000 personnes à travers des bombardements que l'Arabie Saoudite n'a jamais récusé, mais encore une fois, la France s'est fait piéger puisqu'elle avait vendu à l'Arabie Saoudite ses canons en lui disant spécifiquement qu'il était hors de question qu'elle soit utilisée au Yémen. C'était les canons qui devaient être utilisés pour une coopération avec l'armée libanaise. Les Saoudiens ont fait comme ils l'entendaient, donc la complicité était aussi avérée avec l'Arabie Saoudite. Oui, après, je t'achète un truc, j'en fais ce que je veux, quoi. La petite exclue à l'avion. Enfin oui, sauf que en l'occurrence, les faits là pour le coup peuvent rentrer dans le cadre de crimes de guerre. En tout cas, c'est comme ça qu'un certain nombre d'ONG l'ont soulevé. Bon, en tout cas, ça me fait doucement rigoler quand même les droits de l'homme, non, les gars? Je sais pas, Nabil. On donne des leçons à tout le monde et puis finalement, on n'hésite pas à commercer avec des pays qui, en matière de droits de l'homme, sont pas trop... Ah, mais faut pas oublier que la France, c'est un des plus gros exportateurs Ah d'armes oui, au monde. on C'est vend des des milliards. armes à tout le monde. Voilà, Après, faut pas c'est oublier les pays qui en disposent. Faut pas oublier aussi que le premier budget de l'État, c'est quand même l'armée, hein. Faut pas l'oublier aussi. Même si on dit, oui, parce que on dit que c'est l'éducation, on dit que c'est la santé, on dit que c'est, mais faut pas oublier quand même le plus gros budget. C'est l'armement, c'est militaire, c'est la sécurité intérieure. Ça en dit long, aussi sur l'état, comment dire, du monde aussi. Hein. On est dans un monde ultra sécuritaire, c'est comme ça, on peut pas changer les choses. Bah, hein. on est dans un monde ultra dangereux surtout. Bah, Ouais, oui, mais c'est oui. ça. Non, De plus en plus. je dirais plutôt sécuritaire. Le danger a toujours existé. Voilà, donc, Oui, mais voilà. là, quand même, il Oui, s'accentue le un peu, danger, les gars. il a quand même frappé à nos portes. Il y a eu 330 personnes qui ont trouvé la mort depuis 2015 sur le territoire national. Ça a un petit peu changé de nature. Quand même. Oui, quand même. Et ça a toujours été. Il faut se rappeler quand même de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ok, Ouais, certes, non, ce qui se d'accord. passe est horrible. C'est Ça pas n'a du rien à tout- voir. c'est pas Ok, du- c'est certes, pas ce qui se du- passe c'est pas c'est du tout la même chose. horrible. Ça n'a rien à voir, Mais il Tarek. faut penser aux actions françaises et aux actions que l'Union européenne et l'armée américaine appuient et que des gens vivent encore les conditions qu'on a vécues ici en France pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais ça Après, n'a vous rien à savez, voir. après, Alors, là, on critique. effectivement, ça n'a rien à voir. Et puis, accessoirement, la France soutient très peu les opérations militaires américaines. Elle ne les a pas soutenues en Irak. Afghanistan, Comme elle n'a depuis pas 2000 soutenues en Afghanistan. Afghanistan non plus. Depuis Bah, 2000 ouais, Afghanistan. Mais bon, après. En Afghanistan, c'était pas contre la population afghane. C'était à côté de la population afghane contre les talibans, qui eux-mêmes J'ai connu commettaient des beaucoup de attentats. soldats qui ont déserté, c'est pas ce qu'ils m'ont raconté. Hein.
Ouais, mais Enfin, bon, là, je me permets pas- là, je me pose en faux. J'ai été conseiller politique des forces françaises. Non, les forces françaises ont opéré. Les 60 000 militaires français qui ont été déployés entre 2001 et 2014 n'ont jamais tué des Afghans. Ils ont tué des organisations terroristes qui semaient la zizanie en Afghanistan. Bon, Que alors, les choses soient claires. Et il y avait quand même des habitations tout autour. Non, mais il y a une chose qui, il y a une, Ouais, il y a une- évidemment, il y a une chose qui est claire aussi, c'est qu'il faut arrêter de jamais- dire que la France a les mains sales. La France, elle est mêlée comme tous les pays. Elle est obligée de toute façon. Parce que si elle tournerait le dos à tous les conflits qu'il y a dans le monde, on les aurait à nos portes. C'est ça aussi qu'il faut bon, savoir. dans un instant, j'aimerais, Emmanuel... Surtout toutes les opérations. Juste un point pour. Ouais, compléter. rapide, parce que j'ai surtout la que pub encore. la France n'opère militairement Ouais. que sur une résolution onusienne. On est d'accord. J'aimerais Donc, que tu si nous les fasses... si l'ONU est d'accord, c'est entre guillemets très bien que nous ayons la capacité d'agir. Monsieur Dupuis, dans un instant, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire recenser les accords qui ont été signés entre le Maroc et Israël ? Comment? Est-ce que tu peux nous recenser dans un instant les accords signés entre le Maroc et Israël ? Ah, pauvre Nabil. Il faut qu'on en parle. Pourquoi? C'est important. Mais quoi ? À tout de Vous voulez suite, ne bougez recenser pas. ou commenter? Pourquoi? Non, commenter, recenser. Non, mais à titre Recenser, Je suis d'information. marocain. Que les gens Je veux sachent. bien les À commenter. tout de suite. Je veux bien les commenter. Le LGF, émission de référence, les amis, avec Emmanuel Dupuis, avec Nabil Sama et Tarek Sassi qui sont avec nous en direct sur France Maghreb 2 aujourd'hui. Alors, mon cher ami Emmanuel, il y avait une visite importante au Maroc, celle de Benny Gantz, qui est venu au Maroc, et il y a eu beaucoup d'accords de signés, des accords de défense, je crois. Emmanuel, est-ce Oui. que tu peux nous les recenser Bon, alors déjà. et commenter également? Bon, déjà, c'est une visite historique. C'est la première fois qu'un ministre de la Défense israélien vient au Maroc. Il faut quand même rappeler que les relations diplomatiques ont été fermées entre 1980. Enfin, fermées, ont été abrogées, en fait, ont été interdites entre 1994. Depuis 2000, je dis une bêtise. Ils ont été ouvertes entre 1994 et 2000. Elles se sont refermées depuis 2000. Donc, c'est le signe d'un rapprochement qui, évidemment, s'appuie sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis et accessoirement par Israël le 10 décembre dernier. Donc c'est la première fois que Benny Gantz, nouveau ministre de la Défense, d'un nouveau gouvernement qui n'est plus celui de Benjamin Netanyahou, Ouais. mais celui de Naftali Bennett, plus libéral, à discuter quand même, Oui, à discuter, oui. mais en tout cas sur le papier plus libéral et moins droitier, moins conservateur que n'était le Likoud, avec des accords qui ont été signés dans plusieurs domaines, mais qui d'une certaine façon qui étaient attendus, ou en tout cas travaillés de longue date. Premièrement, la fourniture de drones des sociétés Elbit et EI, Israel Aerospace Industry, donc deux des principales avec Raphaël étant la troisième des entreprises de défense israéliennes, pour fournir des drones. Ce n'est pas le seul pays qui disposera de drones israéliens. Accessoirement, la Tunisie s'en est procuré au même titre que des drones turcs. D'ailleurs, le Maroc a aussi acheté des drones. La Tunisie a acheté des turcs. drones israéliens. La Tunisie est en discussion avec... Ah oui, d'accord, c'est pas fait encore. Non, c'est pas tout à fait. D'accord. Le seul pays avec lequel ce ne sera pas fait, c'est l'Algérie. Oui, bah ça, oui. Pour des raisons évidentes. Évidentes. Enfin, l'Algérie... Mais la Tunisie, j'ai émis des réserves quand même. Hein. Oui, mais comme on l'a dit précédemment, hein, la logique des vendeurs d'armes n'est pas la logique des chefs d'État et de gouvernement. On peut faire des On affaires... verra sur quoi vont déboutir ces discussions, mais je pense que ça va faire réagir quand même. Hein. Ah, ça peut faire réagir, Ouais. mais en même temps, encore une fois, un système d'armes n'est pas un pays. Un système Ouais, bien sûr, d'armes bien sûr. Ouais. est utilisé par le pays qui en dispose. Donc drone israélien pour le Drones Maroc. israéliens pour le Maroc, mais je rappelle que le Maroc dispose de drones qui lui ont été aussi vendus par la Turquie. La Turquie, Pour absolument. montrer évidemment Ouais, aussi tout à fait. cette capacité donc multidimensionnelle. L'Algérie a acheté des drones à la fois à la Turquie, à la fois aux Émirats Arabes Unis et à la fois à la Chine. Donc une augmentation, donc on parle d'une vingtaine de drones que les Israéliens auraient promis de vendre. Ce qu'on appelle les drones kamikazes. Alors non, là Non. ce sont des drones de surveillance, mais D'accord. il se peut que ces drones soient armés, oui. Alors c'est pas tout à fait des drones kamikazes, ce sont des drones avec des missiles, c'est pas la même chose, c'est des drones Ouais, qui bon, peuvent tirer voilà, des missiles. ouais. En tout En cas, même pour temps, l'instant- quand ça tire des missiles, c'est pas pour jouer aux cartes. Hein. Oui, mais c'est pas la même chose que des drones kamikazes. Oui, Le ouais. principe du drone kamikaze, c'est que le drone est utilisé comme missile. Ouais, Le drone avec des missiles, c'est que le drone emporte des missiles et qu'ensuite il est réutilisé. Pas d'accord. tout à fait la même chose. Autre chose Oui, deux autres éléments. Et alors, Ouais. c'est un élément que nous connaissons particulièrement, le logiciel espion Pegasus, que la France Hein a failli acheter, j'ai appris ça. que la France a failli acheter Ouais, ouais. comme une quarantaine de Et dès pays que le scandale qui a s'en sont été déjà- qui révélé, sont déjà-
Il se trouve que le Maroc avait acheté ce logiciel Pegasus à la société NSO, et il a été décidé que le Maroc n'achèterait plus le logiciel. Mais ça veut bien dire qu'à un moment ou à un autre, ce logiciel a été utilisé par le Maroc. Qu'il ait été utilisé contre la France est une autre question. Et puis troisième dimension, qui est une dimension qui ira crescendo en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Tous ces pays, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye, dans une situation qui n'est pas tout à fait en capacité de l'être, se rendent compte qu'elles ont pris un retard important en matière de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Et donc, elles sont en train, tous ces pays, avec des clients différents, avec des alliés différents. Avec des alliés différents. Ouais. L'Algérie regarde du côté de la Russie, le Maroc regarde du côté d'Israël, la Tunisie regarde du côté des États-Unis, pour se doter de capacités intellectuelles, immatériels et matériels, donc des logiciels permettant de se défendre contre des cyberattaques qui, là pour le coup, ne sont pas le seul fait d'État, mais le fait d'organisation ou de hackers. Et le Maroc est très vigilant par rapport à ça. Et elle a effectivement peur que les conflits de demain, mais c'est pas la seule, comme je le disais, ça concerne l'ensemble du continent africain, que à côté de combats d'une guerre ou d'une légitimité, de l'utilisation d'armes cinétiques, donc d'armes concrètes, il puisse y avoir une cyberguerre ou une cyber. Elle existe, mais sur le continent africain, elle est un peu disons que le continent africain est très mal armé pour y faire face. Et donc, les Marocains regardent avec particulièrement d'attention ce que les Israéliens ont leur proposé dans ce domaine. Ils ont déjà, les Israéliens, proposé ce type d'expertise au Togo, au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, et ils sont en train de développer une offre commerciale sur les pays avec lesquels ils vont avoir des relations plus fortes. J'oublie le Soudan, puisque le Soudan est aussi signataire des accords d'Abraham. Deux questions importantes, et ça c'est à prendre au conditionnel, c'est pour ça que je te pose la question, Emmanuel. Est-ce que c'est Israël qui assurerait la sécurité de la partie du Sahara marocain ? Oui ou non ? Non, je ne crois pas, parce que ce serait trop provocateur. Et première réponse. Et puis deuxième réponse, je crois que le Maroc n'en a pas besoin. D'accord. Deuxième question, est-ce qu'on peut dire, et là c'est une observation qui s'avérera fausse ou pas, selon ton analyse, est-ce qu'on peut dire qu'en matière de rapprochement, le Maroc a fait beaucoup plus que ce qu'a fait l'Égypte en 40 ans ? Relativement moins, mais peut-être que... On attend, par rapport au temps. Par rapport au temps, alors déjà, c'est pas tout à fait le même contexte. Premièrement, le contexte du rapprochement entre Israël et l'Égypte a eu comme corollaire une pacification de l'ensemble des pays qui, accessoirement, ne se sont plus fait la guerre depuis. 73 étant la dernière conflictualité directe entre les pays arabes dits du voisinage israélien, la Syrie, la Jordanie ou l'Égypte. Donc c'est le premier constat. Le Maroc n'a jamais été en guerre contre l'État d'Israël, donc c'est pas tout à fait le même contexte. Deuxième élément de réponse qui va peut-être vous étonner, je crois que le Maroc souhaitait obtenir un accord qu'elle a obtenu le 10 décembre par rapport aux États-Unis, qui a corroboré donc la participation du Maroc aux accords d'Abraham à la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis, mais la réciproque n'est pas vraie pour Israël, dans le sens où le Maroc reconnaît encore et soutient peut-être. C'est un des rares à soutenir la cause palestinienne. En l'occurrence, le roi du Maroc est président du comité Al-Quds. Et d'une phrase, peut-être pour résumer de manière plus synthétique, je pense que le Maroc est un peu gêné aux entournures. J'ai eu l'occasion de le dire à certains de mes interlocuteurs marocains, parce que les Israéliens ne reconnaissent pas, pour l'instant, la marocanité du Sahara, de peur que les Palestiniens, du coup, demande aux Marocains de soutenir la palestinité, si j'ose dire, d'une partie de l'État d'Israël. Pour les États-Unis, est-ce qu'on peut dire que Biden a fait un peu une légère marche arrière par rapport à Trump ? Je dirais qu'il a fait un statu quo, il n'a pas bougé. D'accord. Très bien. Alors, pour l'instant, ça peut bouger. C'est important. Voilà. Ça, c'est à titre d'information, les enfants. Voilà, vous pouvez nous appeler évidemment sur ces accords signés, cette visite historique donc de Benny Gantz en terre marocaine. Nabil, comment la population réagit là-bas au Maroc ? Et d'ailleurs, Emmanuel, on a parlé un petit peu.
Et Bah, il je faut reviens dire- du Maroc, hein, je peux répondre à la Ouais, question non, aussi. non, mais je veux dire, la population marocaine a été et est toujours d'ailleurs une des plus mobilisées pour la cause palestinienne. Ah, Je veux bah dire, oui, bien dans les sûr. rues de Casablanca En ou de descend- Rabat, absolument, il y a oui. des milliers de personnes pour soutenir la cause palestinienne. Comment cette population peut accepter ça et comment elle vit cela? Tu sais, dans sa pluralité, elle l'accepte. Certains, il y a des accords et des désaccords dans l'opinion publique marocaine. Mais sinon, dans le fond, si le roi l'accepte, le peuple l'accepte. Hein, en général, c'est souvent comme ça au Maroc. Hein, on est très derrière le roi et c'est pas plus mal. Hein. Et puis de toute façon, effectivement, le Maroc, c'est un peuple universel qui soutient autant la cause palestinienne que le peuple israélien. Ce qu'il cherche, c'est la paix. Hein. C'est un des rares exemples quand même que le Maroc a sur son expression sur ce sujet-là, c'est qu'il essaye pas seulement d'être dans un statu quo, mais il essaye aussi d'apporter des solutions de paix entre le peuple palestinien et israélien. Ça, faut le savoir. Oui. Pardon, je rajoutais des trucs après Oui. Tarek. Non, vas-y Tarek. Tarak. Moi, tout ça, ça me fatigue, sérieusement. Oui, c'est vrai. Ça alimente surtout les guerres entre populations et surtout entre jeunes gens, à savoir si les Marocains sont pro-israéliens ou je sais pas quoi. À un moment donné, il y a une entité qui s'appelle Israël, qui est existante. Il y a 2 millions de musulmans déjà qui vivent plus ou moins bien ou qui subissent une discrimination par rapport à ça, et que sans pourparler et sans justement travailler directement avec le gouvernement israélien ou avec des Israéliens pour arranger les choses, on n'y arrivera jamais. Parce qu'on a tout essayé, Et moi, en fait, je suis personne pour juger les actions du gouvernement marocain, sachant en plus que d'autres gouvernements qui essaient de se draper de l'étiquette pro-palestinienne comme une étiquette commerciale sont pas mieux placés, tout simplement. Oui, d'accord. Tarek anticipe un peu ce que je voulais dire. Je crois qu'il faut d'ailleurs rappeler qu'il y a 25% de la population israélienne qui n'est pas juive, hein, qui est musulmane. On appelle qu'il faut soutenir. qu'il faut soutenir. Qu'on appelle d'ailleurs les Arabes de les 48, Arabes, voilà. ceux qui Il sont faut restés. soutenir. Alors qu'il y a eu 750 000 Palestiniens qui ont été chassés en 48, puis 250 000 qui sont restés qui ont été chassés en 1967. Il y a effectivement 25% de la population. Maintenant d'ailleurs, ils sont soutiens du gouvernement, il faut le rappeler. Oui. Hein, le parti d'Abbas, de Mohamed Abbas, donc qui n'est pas le même Le mouvement arabe juif les a soutenus. que le président de l'autorité palestinienne soutient le gouvernement donc de Neftali Bennett. Donc c'est important d'avoir ça à Je rappelle l'esprit. qu'on parle d'Israël qui est un colonisateur, hein, d'accord? On rappelle quand même, parce que Mais- vous avez tendance à un peu oublier, les gars. Comme les États-Unis, Non, comme le d'accord, Canada, mais d'accord, mais- Non, mais comme les d'accord, mais- États-Unis, comme le Canada. C'est deux questions Et, différentes. l'Angleterre, attends, comme moi je vais pas l'Espagne, défendre Ah, le mais gouvernement mélangez pas israélien. tout. Moi je vais pas défendre le gouvernement israélien, loin de Mélangez là. pas tout. Loin de là, ils sont pas défendables, sachant que quand on dit que des Israéliens sont musulmans, mais ils ne sont pas reconnus Israéliens parce qu'ils sont musulmans et ils subissent eux-mêmes des oppressions, moi je peux pas Ouais. défendre aussi Ouais, un ouais. gouvernement qui pratique de la ségrégation. Et de toute façon, cette même ségrégation aujourd'hui pratique pire que la ségrégation. inspire le gouvernement français et inspire la politique française quand on voit aujourd'hui la merde que Zemmour lâche avec tous ces petits sbires. Donc Ouais, alors, pas moi je Zemmour, vais t'inquiète, pas ça. les défendre, je vais pas les défendre le gouvernement israélien et ils ont pas besoin de moi pour ça. Bon, on s'éloigne un peu, je voudrais juste Ouais. rappeler les choses. Colonisateur, oui, puisqu'il oui. colonise... Je précise, Ouais. Christophe. Colonisateur, oui, car, et c'est l'ONU qui le dit, c'est pas moi, hein, je me range derrière les résolutions de l'ONU, oui, il pratique une colonisation interdite sur une partie de la Cisjordanie. Colonisateur, non, car en 1947... une résolution a dit qu'il y avait en cette terre la nécessité d'avoir 2 États. Donc ils ne sont pas du tout Ouais, colonisateurs. mais on est très loin des frontières de 47, hein, pardon. Oui, d'accord, mais Ils ont quand même c'est- grappillé, ils continuent d'ailleurs. La notion de colonisateur donnerait l'impression qu'ils n'ont pas droit à un État. Oui, ils ont droit à un État et ils doivent le reconnaître à la Palestine. Sauf qu'ils l'ont un peu étendu. Ben, Beaucoup mais, même. je ne dis pas le contraire. Ouais. Je dis juste que, un moment ou un autre, pour revenir à la question de la perception qu'ont les Marocains de la relation avec Israël, je crois que ça a été rappelé par Tarek et Nabil, je crois qu'il y a une grande différence entre les intérêts du moment géopolitique Tout à fait. et la perception des peuples, qui est profondément palestinien, qui est profondément pour le vivre ensemble. Voilà, tout à fait. Comment Merci. comment le Maroc pourrait-il en être autrement, puisque lui-même a accueilli des Juifs Eh oui. il faut quand même un trait d'histoire, le traité de l'Alhambra, les Juifs sont chassés d'Espagne après la Reconquista, c'est-à-dire la fin du califat, hein, le royaume d'Al-Andalus. Le traité d'Alhambra
exclut et chasse, met en exil les Juifs, et où sont recueillis les Juifs dans deux pays, ou dans deux entités, le royaume chérifien, le Maroc, et l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Il y a une longue tradition du vivre ensemble. La judaïté au Maroc est consubstantielle de l'identité autant arabe et musulmane. Pardon. Non. Il ne faut pas tout confondre entre la relation du vivre ensemble qui est incontestable, et on est d'accord bien sûr sur la présence de juifs au Maroc. On va même préciser d'ailleurs que le conseiller du roi est juif. Un des conseillers du roi est juif, et ça n'a jamais été un problème. Le problème est qu'il interroge, donc ça veut dire que le Maroc n'est pas une démocratie. Et pourquoi ? Parce que je pense, à mon sens, que la population marocaine, au plus profond d'elle-même, ne peut pas accepter ça. Mais accepter quoi ? Cette normalisation avec Israël. Au nom de qui tu parles ? Mais déjà c'est vrai. Au nom de qui ? Voilà. Et puis accessoirement au nom de ces milliers de personnes, au nom de ces milliers de personnes qui descendent défendre la cause palestinienne, on peut pas avoir. Mais qui dit que la normalisation avec l'État d'Israël remet en cause la reconnaissance palestinienne ? Voyons, c'est débile de dire ça. Mais non, c'est pas débile. Au contraire, écoute, je vais t'expliquer. C'est pas ce que j'ai entendu, moi, marocain. Tu prends effectivement la solution suivante. Je suis un défenseur, je parle pas de moi, mais prenons l'exemple que on est un défenseur de la cause palestinienne. Donc on combat qui ? On combat le colonisateur, Israël. Et on peut accepter, en défendant une cause qui s'appelle la cause palestinienne, la normalisation avec celui qui colonise cette Palestine dont on prétend défendre. Ça me pose problème. Je suis désolé. Alors à ce moment-là, Christophe va jusqu'au bout de la démarche. Voilà. Cela voudrait-il dire que des pays qui nouent des relations diplomatiques avec Israël sont complices de la colonisation ? Pas du tout. Alors pourquoi ce serait le cas avec d'autres pays ? Je parle pas de complicité. Je parle des autres pays. On peut en parler, mais chaque pays a sa spécificité. Le Maroc, comme je disais tout à l'heure, les Marocains sont très mobilisés pour cette cause palestinienne. Et ça m'interroge sur le fait... Les Égyptiens le seraient moins ? Mais les Égyptiens, ça fait 79 depuis que c'est réglé, ça y est, c'est acté maintenant. Mais c'est la même chose. Ah oui, mais là c'est tout récent, là on parle du Maroc. Non, c'est pas tout récent. Moi, il y a 2 ans, on t'aurait dit Maroc va normaliser ses relations avec Israël, tu m'aurais dit je pense pas. Mais non, j'aurais jamais dit ça. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Christophe. J'aurais jamais dit ça, bien au contraire. Comme je dis que dans quelques mois, les vierges effarouchées nous diront mais comment se fait-il que l'Arabie Saoudite normalise sa relation avec l'État d'Israël ? Ils le feront. Il a raison. Et je pensais même que l'Arabie Saoudite l'aurait fait même avec le Maroc, avant le Maroc. Le Qatar, Dubaï et beaucoup d'Émiratis. Il faut sortir il faut sortir de ce tropisme un peu manipulateur. Bien sûr. Il faut se rappeler le passé du Hezbollah aussi. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut leur arrêter de nous prendre pour des cons. Ces gouvernements, que ce soit le gouvernement israélien, ces gouvernements saoudiens qui nous prennent tous pour des cons, qui nous manipulent, qu'on soit juif, musulman ou chrétien, on souffre tous de la même merde. Et à un moment donné, il y en a marre. Franchement, il y en a marre. C'est vrai qu'il va casser le plateau en deux. Tant que c'est le plateau, ça va. Souffrance. Non, mais sérieusement, aussi bien les gens de Gaza qui souffrent que les gens de Libye, que tout ce qui se passe, c'est pareil. Il y a le peuple. On est manipulé par des faiseurs de mort. C'est tout. On n'en a pas rien à foutre de Gaza. Personne n'en a pas rien à foutre de Gaza. Mais il faut arrêter. À un moment donné, il va falloir arrêter ces manipulateurs et ces mafias politiques qui foutent la merde. Aussi bien du côté d'Israéliens, aussi bien du côté israélien que du côté arabe. Il va falloir arrêter, il va falloir lutter contre ces mafias politiques qui foutent la merde et qui font souffrir des gens. Tout à fait d'accord. Et de dire qu'ils s'en foutent, c'est pas vrai. On leur donnerait les moyens. On donnerait les moyens au peuple de choisir entre la paix et la guerre. Je choisirais la paix, mais sans problème. Bah, évidemment, mais parce que on est là, on est dans une impression. Ce que tu me mais non, racontes, c'est pas utopique. C'est l'histoire même de l'humanité qui s'est soulevée constamment contre des dictatures. En fait, vous répondez pas à ma question. Mais si, moi je dis quoi la question. Mon observation passe plus qu'une question. D'ailleurs, mon observation m'interrogeant sur la réaction du peuple marocain. Alors, je réponds parce que je viens du Maroc. Je suis marocain, moi. Tu représentes pas tous les Marocains non plus. Tous les Marocains, mais je peux te parler de ce qui m'entoure. Mais personne ne représente tous les Marocains, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Donc la plupart
des gens qui sont marocains tout comme moi, avec qui j'ai débattu sur ce sujet, crois-moi qu'ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent eux, déjà ça les dépasse parce que attends, faut se mettre à la place des Marocains. Crois-moi que au Maroc, ils ont bien d'autres problèmes existentiels de savoir ce que fait le gouvernement en termes de business ou d'affaires étrangères ou de sécurité. Ils Moi, je s'en te le dis. foutent ou alors Non. ils peuvent pas le faire savoir. Mais même justement. si, mais non, mais Leur non, mais colère. excuse-moi, c'est pas Manifester non, dehors. ils s'en foutent pas sur le. Mais Ils ont manifesté suffisamment dans le RIF pour dire que Oui, finalement oui. ils peuvent manifester. Tu sais que le Même RIF, si- on les a bien matés dans les années Ah bah 58. hein. d'accord, mais on les a matés mais aussi quand en même, le roi, Algérie il a- aussi. Hein. Attends, le roi actuel tout de même quand même. Allez-y, vas-y, Nabil. Oui, bah on peut pas dire que Mohamed VI à l'heure actuelle soit un roi qui n'écoute pas son peuple et qui l'empêche quand même de de Alors, s'exprimer. si- On peut- Emmanuel. En complément, alors moi je suis pas marocain et je n'aurais Ouais. aucune prétention à parler du Maroc. D'ailleurs, aucun Marocain peut parler au nom de tous Ah les oui, Marocains. oui. Chacun a son libre arbitre et c'est très bien ainsi. Néanmoins, là où Nabil a raison, et d'ailleurs il suffit, une réponse est très simple. Il y a eu des élections le 8 septembre. Il y a eu une majorité qui est ressortie avec une coopération peut-être inédite entre l'Istiklal, qui est plutôt un parti de centre-droit, avec le RNI, qui est plutôt un parti de centre-droit, avec le PAM, qui est un parti conservateur, qui a évidemment révélé le fait que le PJD, le Parti pour la justice et la démocratie, le Ouais, c'est parti pas une raclée. s'est pris une énorme ratée. Il a perdu 90% de son électorat. À aucun moment, cette question de la relation à Israël a été un phénomène, comment dire, de clivage. Ça veut dire que le Maroc, Donc c'est une chose normale, quoi. c'est... Bah oui. Je le dis autrement et je complète ce qu'a dit. Je vais dans le sens de ce qu'a dit Nabil. Je crois que les Marocains veulent autre chose. Eh oui. Ils veulent un bien-être économique dont certains Déjà. ont été exclus. C'est ça. Ils veulent une coopération avec la terre entière C'est ça. pour refaire vivre le tourisme. C'est ça. Ah, il faut quand même rappeler qu'il y a Tout à 15% du PIB qui vient du tourisme. Et s'il n'y a plus de tourisme, il y a 15% À l'heure actuelle, le problème du PIB en majeur au moins. Maroc, tu sais c'est quoi là, le problème majeur à l'heure actuelle qui soulève des foules, c'est le pass sanitaire. Oui, ça, on Là, a faut vu. le savoir. À Canouche, oui, là, il a dans mis tous le les pass, pays aussi, hein. déjà. Le pass vaccinal, t'as Voilà. plein de monde dans les rues. Enfin, plein de Au monde. Maroc, c'est c'est relatif. la province- Et c'est particulièrement, et alors, expérience, c'est particulièrement dur de rentrer au Maroc. Oui. Parce que non seulement il faut être Couvre-feu vacciné, aussi. il faut être vacciné, il faut avoir un test PCR de 48 heures, C'est ça. en plus un test à l'arrivée à l'aéroport Et le couvre-feu. et le couvre-feu. Donc c'est un peu complexe. Hein. Ils Alors, sont on a très un vigilants auditeur par qui est rapport à ça. avec nous, il nous appelle de Marseille, j'ai oublié le prénom. Bonsoir monsieur. Karim. Bonsoir Karim, comment ça va mon Karim? Ça va, merci. Bonjour Christophe, bonjour à toute ton équipe. Ouais. Moi, je voulais Bah, mets ton casque, mon intervenir vieux. pour poser une Oui, question merci. par rapport au conflit israélo-palestinien. Vas-y, on t'écoute Karim. Ouais, je voulais savoir, je voulais poser la question, savoir si est-ce que le conflit, enfin, est-ce que le conflit par rapport à la Palestine, il n'a pas été perdu au niveau de l'opinion publique. Je dis ça parce que on voit plus de manifs, tout ça là. Alors je m'interroge. Ouais, tu as raison Karim, tu as raison parce que moi je vais te répondre. Après mes débatteurs vont pouvoir aussi apporter leurs commentaires. Mais le problème avec la masse populaire, c'est que tant qu'il n'y a pas des images de sang ou des images de guerre, personne se bouge. Je veux dire, rappelez-vous ce qui s'est passé en 2014 à Paris, des grosses manifestations, des milliers de personnes dans les rues de Paris. À Barbès, pendant le ramadan. Non, même pas par qu'à Barbès, partout dans les rues de Paris. On se souvient d'ailleurs des manifestations qui avaient dérangé grandement le certain Premier ministre Manuel Valls à l'époque. Eh bien, ça avait sorti des foules. Mais quand il y a des exactions qu'on montre pas ou qu'on n'évoque pas, ou qu'il y a effectivement, c'est quasiment tous les jours, quotidiennement, qu'il y a des Palestiniens tués par des Israéliens, c'est quasi quotidien. Bah là, il y a personne, il y a des collectifs, il y a des associations qui appellent à manifester, à les soutenir, à ne pas oublier la cause. Et là, vous avez à peine 100 personnes dans les rues. C'est une réalité, c'est vrai. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi, C'est voilà. le propre de l'information, c'est comme ça. C'est Ça la a été visibilité pourri. sur une problématique. En France, ça a été pourri politiquement aussi, il faut le dire. Et pourquoi je parle précisément de Barbès, j'y étais, Gamal y était, beaucoup de monde y était, c'était en plein ramadan, on a été enfermés dans le quartier. Les résidents eux-mêmes ont été Je enfermés sais, dans le quartier. j'y étais. Et on a été, tu te rappelles comment on s'est fait gazer, hein. Oui, et puis Bah, les gilets jaunes, t'avais c'était même rien pire que comparé. ça. T'avais même pire que ça. T'avais même des gens de ce que j'appelle moi les danseuses juives, la Ligue de défense juive, qui sont venus essayer de disperser et de séparer, de scinder les différentes manifestations pour si tu veux en faire émerger quelques-unes dans les rues de Paris pour pas qu'il y ait une concentration en fait de monde dans un même endroit. Voilà, on les connaît bien ces tactiques, mais c'est pas le débat. Mais c'est vrai, Emmanuel. Oui, non, mais le débat doit être porté au niveau des pays qui soutenaient jusqu'à présent la cause palestinienne, qui la soutiennent plus.
Oui. C'est vrai que là, il y a de la part des pays du voisinage israélien, les pays du Golfe notamment, Jordanie. la Jordanie, la Syrie à une époque, quand même, il y a eu des camps palestiniens, le Liban a soutenu. Alors premièrement, il y a plusieurs raisons. Premièrement, le Liban a malheureusement mieux à faire parce que sa situation est tellement dramatique qu'il faut d'abord se préoccuper de la survie libanaise. Ouais, Mais c'est vrai Catastrophe. qu'il y a eu une cause et un soutien de la cause palestinienne quand Yasser Arafat a dû quitter la Palestine, Ramallah précisément, il a trouvé refuge en Liban, souvenons-nous, au Liban et ensuite en Tunisie. Donc je pense qu'il y a effectivement une démobilisation de la part des soutiens traditionnels de la Palestine. Il faut non pas s'en réjouir ou le dénoncer, il faut juste le prendre en considération. Premier élément. Deuxième élément, accessoirement, ceux qui soutiennent le plus la cause palestinienne sont parfois ceux que l'on récuse comme des acteurs bienveillants du système international, c'est l'Iran. Actuellement, l'Iran est le pays qui soutient mordicus, ardemment, la cause palestinienne. Par sa proximité aussi. Avec les intérêts du Hezbollah aussi, il ne faut pas l'oublier. Parce que justement, il y a le Hezbollah. Parce que le Hezbollah, le djihad islamique et le Hamas. Ils ont les mains sales, le Hezbollah. Daoud est avec nous au téléphone. Dernier point, je peux, avant de donner la parole à Daoud, une dernière phrase. Ouais. Et puis le dernier élément, c'est vrai que un certain nombre d'acteurs internationaux, je pense aux États-Unis, je pense à la France, se sont moins impliqués dans le processus de paix. Là où ça a avancé grandement, c'était à Oslo en 95. Il y a eu les accords de Camp David. La mobilisation américaine est allée décrescendo et donc ça a aussi provoqué un moindre intérêt et un moindre soutien de la cause palestinienne. À toi de jouer, mon Daoud. Bonjour. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous les invités. Bonjour Daoud, on t'écoute. Bonjour, Daoud. Oui, moi je me posais une question en fait, parce que tout ça c'est intéressant, c'est toujours un réel plaisir de vous écouter, surtout Emmanuel. Ça change un peu des chroniqueurs pro-russes et pro-iraniens. Moi, je vous dis une petite question, c'est qu'est-ce qui a fait, j'ai déjà la réponse, c'est ça, mais qu'est-ce qui a fait Toi qui parlais, ça change des chroniqueurs pro-russes et pardon. pro-iraniens. Voilà. Excusez-moi. Vas-y, Voilà. pose ta question, Daoud. Ouais, qu'est-ce qui a fait qu'on a jeté le Maroc dans les bras des États-Unis et d'Israël? Moi, je pense que c'est le soutien, parce moi, je considère l'Algérie et le Maroc comme des pays frères. Mais par contre, je pense que le soutien de l'Algérie au Polisario a fait que le Maroc n'avait pas d'autre choix de faire cette alliance avec Israël, même si il y a aussi un lien d'affection, parce qu'on sait que dans la Knesset, ou plutôt dans le gouvernement en ce moment, il y a 6 ministres d'origine marocaine. 6 ministres d'origine marocaine à la Knesset. Non, à la Knesset, pas dans l'Assemblée, mais dans le gouvernement, pardon. Ah ok, d'accord. Ok, Daoud, merci pour ta question, parce que là j'ai la pub et elle presse. Emmanuel et ceux qui le veulent répondront dans un instant. Et on va s'intéresser aux annonces gouvernementales pour faire face au Covid. Véran a parlé à midi. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous le saurez. Le LGF, l'émission de référence avec Emmanuel Dupuis, avec Tarek Sassi, avec Nabil Sama. Daoud nous a posé 2 questions que je me propose de vous rappeler. À savoir comment vous expliquez que le Maroc soit jeté dans les bras d'Israël et des États-Unis. Première question. Deuxième question, est-ce que les problèmes qu'il y a en ce moment, est-ce que c'est à cause de l'Algérie qui soutient le Polisario? Voilà. Moi, je voudrais commencer. En tant que Marocain, moi, ça m'énerve de toujours contextualiser un pays en fonction de son actualité, et en plus négative. Moi, je pense pas que le Maroc, il est attendu. C'est négatif? Je pense pas que le Maroc, oui, parce qu'en fait, en gros, c'est ça l'entonnoir. On va nous emmener vers ça. Moi, je pense pas que le Maroc, déjà, il soit réellement en conflit avec l'Algérie, et je pense pas que le Maroc ait attendu d'avoir un petit conflit, parce qu'il faut le dire, on est des peuples frères, et là, ce qui se passe, c'est un petit conflit d'égo politique. Voilà. Il y a eu combien de présidents en Algérie? On est d'accord? Donc, là, ce qui se passe, c'est plutôt ça. Maintenant, le Maroc et les États-Unis, faut pas oublier que le Maroc, c'est le premier pays africain à avoir reconnu les États-Unis comme un pays indépendant. C'est pour ça que c'est unilatéral et que le soutien américano-marocain, il est là et il bougera pas. Ensuite, faut pas oublier que le peuple juif marocain est indissociable du peuple marocain. Donc voilà. Donc on peut pas enlever ça. Maintenant, je pense pas que la problématique soit actuelle, on va dire. Emmanuel? Je complète. Je viens juste de recevoir une info de mes copains de l'ambassade du Maroc. À partir du 26 novembre, 23h59, plus de vols entre la France et le Maroc. Oh merde!
suspension des vols à destination et en provenance de la France. Ah, ça, c'est une info, ça, les gars. À cause de la 5e vague. Il Oh là sert là. à rien ce pass sanitaire. Voilà. Bon, alors donc ceux qui voulaient se rendre au Maroc ne peuvent plus le faire, ne pourront plus le faire à partir du 26 novembre minuit. Au Maroc. Donc Merci, rendez-vous merci vite. Emmanuel. Donc, attends, c'est une information importante qui vient de c'est tomber. il faut vite, hein, donc l'information vient juste À de partir tomber. du 26 novembre, plus de vols entre le Maroc et la France. Je vous lis la dépêche. Suspension des vols à destination et en provenance de la France à partir du 26 novembre à 23h59. C'est une mauvaise nouvelle pour. C'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui sont. Oui, pour tous ceux qui sont. Alors, ceux qui sont au Maroc Qui bloqués, sont au rentrez Maroc. vite. hein. Grosse Rentrez mauvaise vite. Bon. Rentrez vite. Voilà. Rentrez vite ou annulez votre billet tout de suite. Bon, premier point, moi je suis je vais en continuité de ce qu'a dit Nabil. Premièrement, le Maroc ne s'est pas jeté dans les bras d'Israël Non, mais ou dans les bras américains. je faisais puisque- que reporter. Oui, oui, non, Répéter, mais pardon, la je question réponds de à Daoud. Daoud. Je Voilà. réponds à Daoud. 1777, c'est la date de la légation américaine. Donc ça fait quasiment 3 siècles, plus de 3 siècles, que les États-Unis et le Maroc ont cette relation. De même que le Maroc a une relation ancienne avec l'OTAN. Depuis 2016, c'est devenu le premier partenaire stratégique hors OTAN. Ça aussi a une réalité. Deuxième élément par rapport à la question du Polisario. Daoud posait la question de savoir si la menace du Polisario sur le Maroc, sur le territoire du Sahara occidental, du Rio Douro, nom que lui donnait l'Espagne pendant la colonisation, a accéléré le processus. Non, le Polisario a été créé en 1975. C'est pas un fait nouveau. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est qu'il y a une volonté de la part du Polisario de relancer une offensive militaire. Le Maroc résiste très bien à cette offensive militaire. Elle n'a pas eu besoin de se rapprocher ni d'Israël, ni des États-Unis pour ce faire. Néanmoins, il y a sans doute de la part de certains la volonté d'essayer de faire croire que nous sommes à l'aune d'une nouvelle guerre, un nouveau Sahel, et je crois que c'est très dangereux. D'ailleurs, l'ONU ne l'a pas reconnu comme tel. Il y a une résolution, la résolution 2602, qui précise que non, le Sahara est un contexte très particulier qui s'inscrit dans un processus de décolonisation des territoires autonomes non attribués dans lequel chaque partie est amenée à faire une proposition. Le Maroc a fait une proposition visant à créer une large autonomie. C'est sur cet accord que l'ONU travaille depuis 2007 et il y a la perspective qui sous-tend le mandat de la MINURSO, à savoir un référendum qui à terme devrait statuer sur le sort. Ça fait longtemps qu'on l'attend ce référendum. Hein, Bah oui, depuis mais ça 91. Même depuis 1976 pour dire certains. Mais la question n'est pas là. En tout cas, la Et résolution. le problème sera réglé, cela dit. Hein. Le problème sera réglé si on est d'accord sur le collège électoral. On n'est pas d'accord sur le collège électoral. Est-ce qu'on fait voter tous les Sahraouis qui sont sur les territoires marocains? Est-ce qu'on fait voter les Sahraouis qui sont réfugiés dans les Bien camps sûr, algériens? on peut Est-ce qu'on voter fait tous voter ceux qui ont été tout ce qui a été pris en 75 en fait. La démographie a un peu changé et accessoirement le collège électoral a un peu changé aussi. Et accessoirement, il y a les Marocains qui vivent au sud, dans les provinces du sud, n'auraient pas le droit de voter? Je sais pas, moi après il faut définir, mais c'est il faut justement. pas, non, parce que je veux dire, on est dans ce contexte-là. 30 ans pour définir cela, ça fait 30 ans qu'on nous entend parler de référendum. Je rappelle qu'il y a quand même eu une guerre, ce qu'on appelle la guerre des sables. Oui, ça c'était en 63. En 63 et 64, il y a eu des ruptures du cessez-le-feu. Il y a un cessez-le-feu qui a été mis en place en avril 1991. Le nouveau contexte, c'est qu'il y a une rupture de cessez-le-feu en novembre dernier. Et le contexte est, je crois, assez dangereux de donner l'impression qu'on veut faire une sorte de parallélisme en mettant en avant le fait qu'on veuille avoir le même traitement qu'au Sahel. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, alors on va quitter le Sahel, les enfants, pour revenir en France, puisqu'il y a eu des annonces de fait. On vous rappelle cette information importante. Amis marocains, plus de vols. Enfin, amis marocains et français, tous ceux qui Oui, se rendent bien au sûr, Maroc. Bien sûr. Il y en a beaucoup de Français, t'as raison. Il y a oui. beaucoup de politiques qui Non, mais vont- c'est surtout pour ceux qui resteront bloqués. Arrête, qui Christophe. vont faire Non, mais des c'est surtout vacances, ceux qui sont là-bas. bloqués. Ceux qui sont Arrête, bloqués. Christophe. Mais non, mais j'ai rien dit. Je dis ils vont faire des vacances là-bas, ils ont des villas, ils achètent des riads, ils cassent l'architecture. Hein? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui Donc, Non, mais problème. sérieux, mais Tout le sérieux. monde est bienvenu au Maroc. Mais bien sûr, pour acheter des bienvenue. riads, casser l'architecture. Moi j'ai été au Maroc, à Marrakech, les Marocains voient d'un très mauvais oeil ça. Je le dis honnêtement. Vraiment, il y a eu des riads d'acheter par certains Français, certains étrangers.
et ils ont cassé toute l'architecture pour mettre des piscines et voilà. Bon. Bref, c'est une autre histoire. Rappelle quand même c'est l'information pour que. Voilà, l'information principale, c'est qu'à partir du 26 novembre, 23h59, plus d'avions entre la France et le Maroc. Donc voilà, et donc suspension de tous les vols de la RAM. Suspension de tous les vols de la Royal Air Maroc. Et d'Air France et de tous les vols. Toutes les compagnies. Est-ce que vous pensez que ça va s'élargir à tout le Maghreb, ça ? Je crains. Après, chaque pays prend ses décisions. Ça dépend de qui a peur pour la Tunisie. Non, mais ça dépend. Non, mais c'est pas faux. Ça dépend. Je ne sais pas quel est le taux d'incidence par rapport à la Tunisie. Je sais par contre qu'effectivement, si le Maroc a pris ses décisions, il serait de bon ton que les autres la suivent. Parce que il faut selon l'évaluation après oui. Non mais ça dépend du taux d'incidence. Oui. Il faut vérifier quel est le niveau de contamination par centaines de milliers d'habitants. En France on est à 200. Ça enfonce encore plus l'économie. Ah ben c'est terrible. Et indirectement l'effet. Non mais juste avant Noël dans le 18e. Non mais juste avant Noël c'est terrible aussi. Ah, c'est terrible. Pour ceux qui voulaient aller au bled, là, par exemple. Pour ceux qui voulaient rejoindre leur famille, c'est vrai que c'est. Alors, on n'a pas de date. Moi, je pense plus à sur place que. Non, pour répondre à la question, j'ai de nouveau. Économiquement, c'est la mort. Je peux lire le Oui, communiqué bien ou sûr. pas ? Vas-y, Manuel. Les autorités marocaines ont décidé de suspendre les vols réguliers de passagers à destination et en provenance de la France à partir du 26 novembre, 23h59. Indique le comité interministériel de coordination et de suivi du dispositif régissant les voyages internationaux pendant la pandémie. Cette décision intervient afin de préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19 et pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays du voisinage européen, précisément la France, précise le comité interministériel dans un communiqué. Alors, suspension à partir du 26 novembre et ce jusqu'à nouvel ordre. D'accord, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a une date ? Non, jusqu'à nouvel ordre. Et est-ce que le Maroc a suspendu ses vols avec d'autres pays en Europe ? Oui. Oui. L'Espagne. D'accord. La Belgique. Oui. Et je crois l'Italie aussi. Donc Italie, Belgique, Espagne, France. Oui. D'accord. Il y en a peut-être d'autres, hein. Les principaux pays. Les principaux pays où résident les Marocains et surtout où les taux d'incidence. C'est pas tellement ça frappe pas les Marocains. C'est surtout les pays où sont résidents les Marocains par rapport au taux d'incidence et par rapport à l'accélération de la pandémie. Bien sûr. C'est le cas en France, c'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Belgique. Sans nul doute que les pays voisins. Et je pense que l'Allemagne va être logée à la même enseigne. Je suppose que la Grande-Bretagne aussi. Et je suppose que l'ensemble des pays européens aussi. Ouais. On a un auditeur qui est avec nous. Je crois que c'est Ahmed, c'est ça ? Bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam. Tu nous appelles d'où, Ahmed ? Paris. De Paris. Qu'est-ce qui se passe, Mohamed ? Tu voulais aller au Maroc, tant pis pour toi. Déjà, pour le point du Maroc, c'était la cause pour déjà le Maroc il a suspendu. C'est pas lui qui a vraiment la cause pour ça. C'est l'association des pilotes internationaux de toutes les compagnies. Ils ont décidé de ne plus prendre des cas positifs dans leur avion pour protéger la population qui est dans les avions. C'est ça qui a déclenché que le Maroc il a refusé. Et je vous parle des pilotes marocains. Les pilotes pour toutes les compagnies qui sont l'association marocaine. C'est ça qui a fait la cause. Ça, c'est la première des choses, c'est entre parenthèses. Et je voulais juste revenir à un point, parce vous parlez tout à l'heure par rapport au Maroc, Israël, tout ça, etc. Moi, je vous cache pas, d'après tout le respect que je vous dois à vous tous, sans exception, je vais pas dire telle personne ou telle personne, je n'accepte plus que vous parlez au nom des Marocains. Quand vous dites le Maroc, relation, quoi que ce soit, dites le gouvernement marocain. En aucun cas, moi, personnellement, je n'accepte pas. Parce que personne n'est dans le cerveau des Marocains, ni dans le cœur des Marocains. Et deuxième des choses, moi, je ne défends pas. Moi, les Algériens, les Tunisiens, tous mes frères. Moi, j'ai pas l'idée, Algérien, Tunisien, ça, c'est débile. Ça, c'est pas intelligent. Ça, c'est la deuxième des choses. Et là, surtout la troisième des choses, on parlait du Polisario, Sahara, tout ça, etc. Juste logiquement, ce que je vous dis, c'est officiel. C'est pas, je le sors pas de ma tête. Vous êtes bien placé pour le savoir. Le Polisario, ça a été créé en 75. Le Sahara marocain, il a existé depuis des décennies, des siècles et des siècles. Il appartenait au Maroc. L'Espagne, elle est venue, elle a fait la colonisation, elle a créé des histoires. Après, l'Espagne, elle est partie, elle a laissé les histoires. Ce qui est à César revient à César, tout logiquement. Après, celui qui est contre ça, il me le dit. Moi, j'aimerais bien être convaincu. C'est tout. Après, tout ce que je demande aussi, surtout le point que je vous ai dit en premier, parler au nom du gouvernement marocain, pas au peuple marocain. Parce qu'il faut savoir, quand il y avait les manifestations il y a quelques années, quand on a manifesté ici à Paris, quand il y avait des chiteries des Israéliens envers les Palestiniens,
sachez que, ce que je vous dis, c'est officiel, le premier pays qui s'est soulevé en premier des manifestations, tout ça, c'était les Marocains, c'était à Rabat. C'était la première. Tout ce que tu dis, on l'a dit, hein. Qui a été déclenchée. Non, juste, je vous dis. Non, mais tout ce que tu dis, on l'a dit, on l'a répété, et je l'ai même répété moi-même tout à l'heure en disant que le peuple du Maghreb qui s'est le plus mobilisé pour soutenir en général la cause palestinienne, ça a toujours été les Marocains, c'est un fait. Et c'est factuel. On peut pas y revenir, c'est comme ça. Voilà. Oui, je sais, je suis tout à fait d'accord. Mais juste, entre parenthèses, la prochaine fois, parlez au nom du gouvernement marocain, pas au nom du peuple marocain. Et je vous remercie beaucoup et que Dieu soit avec tout le monde. Merci. Non mais s'il a raison, quand il dit on parle du Maroc, parce qu'il faut préciser, parce qu'il y en a qui comprennent pas, que quand on parle d'un pays, quand on parle de la France, on parle du gouvernement français. Moi je dis toujours le gouvernement français. Hein. Non mais c'est quand même gravissime qu'il faille préciser, mais s'il faut, on va le préciser. Je crois que préciser moi tout à l'heure. Intellectuellement, je pense que le problème c'est que tout le monde comprend que ce sont les autorités qui prennent les décisions. Emmanuel, quand tu commences à émettre une critique, alors je vais prendre l'exemple du gouvernement marocain ou du gouvernement algérien, tu es tout de suite taxé de anti-ceci, anti-cela. Et moi, ce genre de procédé, j'en ai marre, tu vois, ça me saoule. Oui, moi, je ne prends pas la critique pour moi. En tant que professeur, en tant qu'universitaire, quand je parle du Maroc, je parle du processus décisionnel marocain. Voilà. Et au même titre que quand on critique les décisions du gouvernement français, on ne critique pas le peuple français, ça n'a rien à voir. Ça va deux sens. Mais d'accord. C'est même pas la peine de le mentionner. Mais si apparemment, faut le rappeler, donc je sais pas. Oui, mais il faut qu'il écoute aussi ce qu'on dit. Dans un instant, on va faire un grand zapping avec les annonces de Monsieur Véran. C'était ce midi. Sachez que on rappelle l'information pour ceux qui viennent de nous rejoindre, 17h38. À partir du 26 novembre, 23h59, plus d'avions entre le Maroc et la France jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'elle vient d'annoncer dans un communiqué, le Maroc. Plus d'avions. Pour être précis, la coordination interministérielle pour les voyages internationaux. Oui, et en c'est l'occurrence, le Maroc, pour être plus précis par rapport à l'éditeur précédent, le comité interministériel de coordination et de suivi du dispositif régissant les voyages internationaux pendant la pandémie. Oui, voilà, c'est ça. Donc l'information qu'il faut retenir, c'est plus d'avions jusqu'à nouvel ordre entre la France et le Maroc, mais aussi entre le Maroc et l'Espagne, entre le Maroc et la Belgique, entre le Maroc et l'Italie. Et la liste risque de s'allonger dans les quelques jours à venir. Et pour le coup, moi je salue cette décision parce que c'est un pays qui se protège, contrairement à ici en France. Pardon, hein, j'ai plein d'exemples, et encore pas plus tard qu'il y a 2 jours, quelqu'un qui est revenu d'Algérie sans aucun contrôle à l'aéroport de Roissy. Même pas aucun contrôle, rien. Du pass sanitaire. Rien. Il est rentré comme ça. C'est pas pareil. Les Algériens, on fait ce qu'on veut. Non, mais sérieusement, non, on parle de la France là. La France, c'est nous. Voilà. Dans un instant, donc les annonces de Véran. Pas de confinement, pas de couvre-feu, mais quand même des petites différences notables sur les vaccins. En fait, pour être très clair, on va faire simple. C'est une 3e dose obligatoire qui s'instaure à nous si vous voulez que votre passe sanitaire se poursuive. On en parle dans un instant, à tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec cette information que je me permets de vous rappeler parce qu'elle est importante, bien sûr, pour tous les résidents marocains, mais aussi pour tous les gens qui souhaitent aller faire un petit tour pour les fêtes de fin d'année, par exemple au Maroc ou avant. Plus d'avions. Le Maroc a pris la décision donc de suspendre l'espace aérien, enfin les vols entre la France et le Maroc à compter du 26 novembre, 23h59. Plus d'avions entre le Maroc et la France. Sachez-le. Alors, il y a eu des annonces de fête aujourd'hui, par Olivier Véran, le ministre de la Santé. Je vous propose d'écouter par quoi il a commencé tout à l'heure, sa conférence de presse. Écoutez. Nous avons encore notre destin entre nos mains. Grâce à l'une des couvertures vaccinales les plus fortes au monde, grâce aux gestes barrières, grâce au pass sanitaire. Ainsi, et suite au Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu hier, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. À l'heure où nombre de nos voisins européens font face à la vague la plus violente depuis le début de la pandémie et sont contraints de prendre de telles mesures restrictives, nous faisons le choix de concilier liberté et responsabilité. Et nous considérons aujourd'hui que nous pouvons encore passer cette vague sans recourir aux outils les plus contraignants si nous savons utiliser pleinement les cartes que nous avons en main.
Il y a déjà un premier mot qui me fait réagir, c'est liberté. Alors, quand je dis liberté, c'est qu'à partir du 15 janvier, les premiers passes sanitaires vont commencer à se stopper si vous n'avez pas fait la 3e dose, puisque maintenant, on a descendu entre les 2 doses de 6 à 5 mois. Puisqu'on considère qu'à partir, enfin c'est pas nous, hein, c'est les scientifiques qui considèrent qu'au bout de 5 mois, eh bien on n'est plus autant protégé, donc on a descendu à 5 mois entre les 2 doses. Donc à partir du 15 janvier, selon votre dernière date de 2e dose, eh bien votre passe sanitaire ne sera plus actif. Donc là, quand on parle de liberté, ça me fait doucement rigoler. Pour le coup. Alors on nous annonce qu'il y a 6 millions de personnes qui ne seraient pas encore vaccinées dans ce pays. On nous annonce aussi que la plupart des pharmacies, mais aussi des vaccinodromes qui vont réapparaître, à partir de samedi, toute personne de plus de 18 ans vont pouvoir commencer à prendre rendez-vous sur les plateformes adéquates pour la 3e dose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, les tests PCR pour les non-vaccinés, sachez-le, passent de 48 à 24 heures. Donc ça, c'est quand même vachement contraignant pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Les tests PCR donc, qui sont désormais payants, vous le savez. Ça, c'est fait. Donc 24 heures voilà, 24 heures. Et puis, quoi d'autre d'annoncer ? À propos de la vaccination des enfants, ça c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Voici ce que Olivier Véran a dit. Une autre question autour de la vaccination, ça concerne la vaccination des 5-11 ans, la vaccination des enfants. L'Agence européenne du médicament communiquera aux alentours de 15 ou 16 heures en disant qu'elle considère, manifestement, j'attends l'avis définitif, que la vaccination peut être ouverte dans des conditions de sécurité pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Quelles sont désormais les étapes à suivre en France ? D'abord, je saisis le Conseil consultatif national d'éthique, parce qu'il y a des questions éthiques qui se posent en termes de protection collective, de protection individuelle s'agissant des enfants. Ensuite, je saisis bien sûr la Haute Autorité de Santé pour qu'elle puisse regarder, décrypter en toute transparence l'ensemble des données à disposition et déterminer dans quel cadre, dans quel contexte pourrait ou non être ouverte la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans. Dans tous les cas, cette vaccination, si elle était décidée en France, ne commencerait pas avant le début de l'année 2022, puisqu'il faut pour cela recevoir les vaccins avec des dilutions de vaccins adaptées aux enfants. Voilà, donc pas de vaccination pour les 5-11 ans pour l'instant, c'est ce que nous a dit Véran. La question aussi qu'on peut se poser, y aura-t-il assez de vaccins ? Puisque là, on parle de 19 millions de personnes qui vont devoir faire la 3e dose. Véran répond. L'autre question qui peut se poser, c'est est-ce que nous avons suffisamment de vaccins pour vacciner ces 19 millions de Français ? Eh bien oui, nous avons suffisamment de vaccins. Plus de 25 millions de vaccins ARN messagers sont actuellement stockés dans les établissements de santé, mais également chez les médecins et les pharmacies en ville. Des doses de Pfizer et des doses de Moderna. Là aussi, je rassure tout le monde, à partir de 30 ans, on peut recevoir un rappel avec du Moderna, qui est un vaccin extrêmement efficace. Ces rappels peuvent se faire donc auprès de tous les professionnels de santé habilités à vacciner en ville, les médecins, dans 15 000 pharmacies du territoire, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les laboratoires de biologie. Ces professionnels de ville, ils peuvent commander désormais autant de vaccins qu'ils le souhaitent, et ce depuis plusieurs semaines. Et on estime qu'il y a environ 4 millions de doses de vaccins ARN messagers qui sont actuellement en stock chez vos professionnels de santé en ville. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi opter pour les centres de vaccination. Il reste plus de 1100 centres ouverts sur tout le territoire national. La France reste l'un des pays les mieux maillés en centres de vaccination. Et avec les élus locaux, que nous avons concerté ce matin même avec le Premier ministre, avec les ARS, avec les préfets, nous allons ouvrir, rouvrir ou amplifier les centres de vaccination existants, et ce, dès ce week-end. Car la vaccination en rappel pour les adultes est ouverte à compter de ce samedi, et vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne pour réserver vos créneaux. Alors, je vous demanderai votre avis dans un instant, et je vous ferai aussi écouter, parce que c'est important et ça concerne beaucoup de parents. Il y a un petit changement par rapport pour les enfants. Quand il y a un cas de Covid-19 qui est déclaré dans les classes, il y a beaucoup de classes fermées là en ce moment. La règle a été modifiée, et c'est ce que nous expliquera Blanquer dans un instant. On est de retour très vite, sans oublier Libertad dans un instant sur France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, avant de vous laisser la parole, je voulais juste comme ça être complet pour que tout le monde soit au courant de ce qui était annoncé à la mi-journée. Jean-Michel Blanquer s'est exprimé concernant les cas dans les écoles. Écoutez. Ce dispositif est donc conçu
pour assurer à la fois la protection de nos élèves et de nos concitoyens, et en même temps une ouverture aussi grande que possible de nos écoles primaires. Il n'y aura donc plus de fermeture systématique de classes dès le premier cas de Covid en primaire, mais un dépistage systématique de toute la classe. Autrement dit, seuls les élèves présentant un test négatif pourront revenir en classe. Ces tests pourront être réalisés par les responsables légaux, et donc c'est une mesure de souplesse, c'est-à-dire que le test peut être réalisé soit par les responsables légaux, en général les parents, au travers des pharmacies, des laboratoires et de l'ensemble des structures qui réalisent les tests, soit au travers d'une présence des laboratoires dans l'établissement scolaire, dans l'école primaire. C'est ce qui se précisera et se réalisera tout au long de la semaine prochaine. Cette mesure entrera en vigueur dans le courant de la semaine prochaine, de manière différenciée selon les lieux, puisque la mobilisation des structures adaptées est différente selon les lieux. Et bien entendu, aussi bien les communes que les directeurs et directrices d'école, au travers des recteurs, seront informés des modalités. Voilà, maintenant vous avez toutes les informations sur ce qui a été annoncé. Emmanuel Dupuis, réaction? Écoutez, moi je trouve qu'on en fait beaucoup pour une 5e vague qui est certes là, mais qui en même temps n'occasionne pas une saturation des lits d'hôpitaux ou des lits de réanimation en particulier. Je crois qu'il est très important effectivement que tout le monde se vaccine pour une 3e dose. Bon, acceptons de nouveau cette contrainte. Je crois qu'il est un peu cavalier de la part d'Olivier Véran de parler liberté publique, lui qui ne les a pas beaucoup défendues jusqu'à présent. Ouais. Je crois aussi que toutes les mesures que nous prenons n'auront pas beaucoup d'effet si elles ne sont pas prises en concertation avec nos partenaires européens. C'est-à-dire que si soit on se barricade et on ferme les frontières, soit on prend appui sur les protocoles qu'ont nos partenaires, parce que sinon, à un moment ou à un autre, on sera constamment pris dans le piège d'être en deçà ou en dessous. L'Autriche qui reconfine, qui a reconfiné l'Autriche. Je ne dis pas qu'il faut faire comme l'Autriche, je dis qu'il faut se concerter pour qu'il n'y ait pas des différences d'approche, parce que là, pour le coup, ce serait dramatique. C'est je tout dis le pas problème. Que toute il y a la pas population. De coordination européenne. C'est un problème de coordination européenne, c'est un problème tout simplement de dialogue avec nos voisins. Nos frontières sont ouvertes. A priori, si nos frontières sont ouvertes, il faut qu'on ait le même protocole partout où nos frontières sont ouvertes, ou alors on ferme nos frontières. C'est la situation que je ne souhaite pas, mais c'est la situation qui paraîtrait plus logique. Inverse, qui paraît logique. Ouais. Alors sur le protocole donc de la vaccination pour tous, bon, j'ai rien à dire. Comme vous le savez, je suis pas du tout anti-vaccin. Je suis par contre un peu étonné qu'on soit passé d'un pass sanitaire à un pass vaccinal. Ça, quand même, c'est un petit peu malin, politiquement. C'est très bien joué de la part du gouvernement de donner l'impression que c'est lui qui maîtrise finalement l'agenda. Alors Véran dit non, ce n'est pas un pack vaccinal parce que si c'était le cas, il faudrait repasser devant le Parlement. Mais tu as raison, tu as raison totalement. Justement, ils le disent pas. Justement, ils le disent pas. Non, mais tu as raison. Tu as raison de le préciser. Olivier Véran ne le dit pas parce que sinon, il sera obligé de passer par le Parlement. Et il y aurait quand même quelques oppositions. Bon, je crois qu'on est dans une situation où tout le monde a compris que plus nous serons vaccinés, mieux nous serons protégés. Par contre, je veux pas rentrer dans la crise aiguë qui consisterait à dire que la seule solution pour éviter de nouveau une configuration qui serait non maîtrisée, ce serait un confinement. Je ne suis pas du tout rassuré par le fait que Olivier Véran dise pas de confinement, pas de couvre-feu. Il n'a pas tout à fait dit ça. Il a dit en l'état actuel, pas de confinement, pas de couvre-feu. Ça voudrait dire que potentiellement dans quelques semaines, il serait tout à fait dans sa logique, qui n'est pas la mienne, dans sa logique de dire je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de confinement si vous répondiez à nos sollicitations. Vraisemblablement, vous n'avez pas été suffisamment prompt à être vacciné. Donc, la seule solution serait le confinement. Ce serait une négation absolue de l'utilité du vaccin, accessoirement. Nabil, réaction sur les annonces annoncées aujourd'hui du gouvernement de Véran, de Blanquer. Moi, je pense que c'est de la communication avant tout. Hein. Ouais. Et puis, de toute façon, si les professionnels de santé se sont exprimés sur le sujet, je pense qu'il faut comme je disais lors des diverses émissions, il faut continuer à leur faire confiance et faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas, tout simplement. Tarak. Il est là le problème, c'est que moi, je fais plus confiance. Ouais. Moi, je fais plus confiance. Moi, sérieusement, je fais plus confiance. On a constamment des annonces, on a constamment des revirements, on nous annonce un traitement oral. Dans un couloir réfractaire. Non, mais le traitement oral, il est où ? Soi-disant, il y a un traitement oral qui arrive, il est où ? Là, on nous reparle de vaccination, on nous reparle de 5e vague, on nous reparle de catastrophe. On nous a, mais je vais être poli, cassé pour
qu'on fasse nos vaccins, qu'on ait nos passes sanitaires, et aujourd'hui, on voit en fait que le résultat. Ça va durer combien de temps ça? On va aurait été, devoir se faire alors, piquer dans la toutes les logique, 5 Il y en a marre, sérieusement, il y en a marre. C'est vrai qu'il aurait été plus simple que, in fine, il se déclare en faveur d'un pass sanitaire obligatoire. Ouais, voilà. Ouais, Bah, où ça y ouais. ressemble, Emmanuel? Mais justement. Bah, Mais tout attends. à fait, Non, mais mais là ils où l'ont c'est- avoué eux-mêmes. non, mais Ils là l'ont où c'est avoué critique, La eux-mêmes. troisième dose Non, devient mais obligatoire, Christophe, de fait. Nabil, c'est ça? Oui, mais n'oublions pas qu'on est en période électorale aussi, Non, mais ça y là- joue là- quand même. C'est hein. une manière pour la République en marche d'exister. Non, mais là où il y a effectivement une interrogation, c'est que ils ont pris la voie la plus compliquée, alors ils auraient dû dire dès le début, vaccination obligatoire pour tout le Obligatoire monde, pour tous. et comme ça, ce Ça serait aurait réglé. du sens. Ouais, mais Voilà. ils ont comme oui. ils ont eu peur comme ils voilà. faut- Ah oui, non, Allez. mais ils Moi, en tout cas, utilisent on n'a pas rapidement. peur. Nous, on n'a pas peur du peuple. La preuve, c'est Libertad. C'est maintenant 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. Vous allez pouvoir le faire. Coup de gueule, coup de cœur. Proposition pour changer la France. Cet espace est réservé. Et vous est réservé. 01 40 33 9000. Le casque marche pour tout le monde. C'est bon? France Maghreb de bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom et ville d'appel, s'il vous plaît? Oui, c'est Karim de Tremblay, c'est ça. Karim De Tremblay. Ah, de Tremblay. Salut, mon Karim. On t'écoute. Ça va. Excuse-moi, 2 secondes, je mets le chargeur au cas où ça coupe. Ouais, vas-y, rapide. Hein. On n'a pas toute secondes, toute oui, la journée non c'est plus. bon. Je voulais juste intervenir, parce que depuis tout à l'heure j'essaie d'appeler. Par rapport à Ahmed, bon désolé, je suis obligé d'en parler, parce que ça m'énerve ce genre de discours. Faut pas faire la victime, parce qu'à un moment, quand le peuple ne dit pas non à son gouvernant, à son roi, quand il s'oppose pas à ses décisions, eh ben on peut on peut pas dissocier le peuple et le gouvernant. Donc, C'est trop facile à dire. Non, mais laisse-le dire. C'est Libertad. Il fait ce qu'il veut. Excusez-moi. Non, mais voilà, juste 2 petites minutes. S'il m'écoute, je compare à un peuple comme le peuple algérien. Si jamais l'Algérie, les gouvernants algériens décidaient de se rapprocher d'Israël, je peux vous dire que à la minute près, le peuple sortirait dans les rues. Et c'est ça que je reproche, moi. Malheureusement, au peuple marocain, ça fait déjà 1 an qu'ils ont fait cette décision-là, enfin qu'ils ont déjà fait ce rapprochement. Donc, est-ce que vous avez eu beaucoup de manifestations? Et la preuve, Ahmed, là, il appelle, il critique le fait qu'on ne dissocie pas les deux, mais lui-même, il ne critique pas la décision. Il a à aucun moment critiqué la décision. Merci à toi, mon ami. 01 40 33 9000. C'est son avis. C'est Libertad. Si vous voulez lui répondre, vous pouvez, mais bon, voilà. Moi, je répondrais qu'il y a eu des manifestations quand même. Oui, bon, mais pas beaucoup. Voilà. Faut se rappeler aussi que c'est pas des démocraties qu'on a au Maghreb, et que D'accord. si demain l'Algérie prend ce genre de décision, personne n'arrêtera. Ah oui, tu crois? Bien sûr. France Maghreb de La bonsoir. preuve, les manifestations n'ont pas arrêté le gouvernement algérien. Les manifestations n'ont pas arrêté le gouvernement. Le Hirak, ouais. Ouais. Le Hirak n'a eu aucune prise sur le gouvernement algérien. Il est encore en place. Oui, bien sûr. Tout à fait. 01 40 33 9000. Bonsoir, qui est avec nous? Bonjour, c'est Saïd. Salut Saïd, tu nous appelles d'où, mon Saïd? T'as les photos de Manuel Valls? Comment? Paris. Pareil, on t'écoute, mon Saïd, vas-y. Je voulais juste dire que je partageais le point de vue de Daoud. Quand il dit que on a été forcé de se jeter dans la gueule des deux Israéliens là, et Américains, c'est par rapport au Sahara. C'est un levier de pression qu'on a exploité et que on a été un peu bloqué. Et voilà, je partage le point de vue de Daoud. Ok, merci mon Saïd. Eh bien c'est terminé pour aujourd'hui, on remettra le couvert demain. Je vous rappelle l'information principale de cet après-midi. C'est à partir du 26 novembre, 23h59, plus d'avions entre la France et le Maroc jusqu'à nouvel ordre. C'est le Maroc qui prend cette décision pour évidemment se protéger de ce qui se passe en France et de cette 5e vague évidemment. Donc plus d'avions entre le Maroc et la France, que ce soit la RAM ou les autres compagnies. Plus d'avions, donc l'espace aérien fermé entre la France et le Maroc à partir du 26 novembre, 23h59. Merci Emmanuel Dupuis. Merci à beaucoup vous, Nabil Sama. Merci à vous tous. Merci Tarek Sassi. Merci beaucoup Christophe, merci à toute l'équipe. Demain, c'est Farid Tabsamani, le face-à-face avec Tarek Mami, comme chaque vendredi sur France Maghreb 2. Dans un instant, c'est la suite avec Medjed. Il est 18h. Merci d'avoir fait le bon choix et d'écouter France Maghreb 2. Et tout de suite, c'est l'heure des infos.